Et c'est parti pour l'épisode numéro 7. Épisode numéro 7, maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros. Le podcast qui me permet d'échanger avec des inconnus, de discuter et surtout de prétextes pour raconter ma vie. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, vous vouliez du débat. Je crois que vous en avez eu pour votre argent. Parce que l'épisode précédent avec Marie, visiblement, ne vous a pas laissé indifférent. On a abordé plein de thèmes. On a abordé plein de thèmes. C'est chaud. Et on n'était pas d'accord sur le féminisme, le racisme, etc. Franchement, je pensais que j'allais me faire fumer dans les commentaires. Mais vous étiez plutôt d'accord de mon côté. Par contre, ça m'a un peu saoulé à quel point vous étiez méchant avec Marie. Même si on a le droit de ne pas être d'accord, est-on obligé d'être méprisant? Vous avez 3 heures. Non, franchement, ouais, c'est vrai. C'est vrai que, bon, vous avez pointé quelques contradictions qu'elle avait dit. Effectivement, j'avais pas fait attention sur le moment. Et vous n'étiez pas content parce qu'on n'a pas trop respecté le Covid. Mais moi, vraiment, je la comprends. Je comprends plein de Français. Je sais que c'est pas bien, vous avez raison. Mais au bout d'un moment, on en a marre. Et moi, c'est vrai que je sors la nuit, je prends ma moto. En même temps, vous voulez que je contamine qui sur l'autoroute à 2h du mat, sérieux? À part une rambarde si je la mange. Et voilà, moi je l'ai trouvée super cool. Franchement, elle a 25 ans. Et je crois que c'est ça que vous oubliez aussi, c'est qu'elle a 25 ans, elle est jeune. Je l'ai trouvée super cool, drôle, pétillante. Ça m'a trop fait plaisir de la recevoir. Et ouais, vraiment, je trouve que vous n'avez pas été cool. Et ouais, franchement, on faisait quoi à 25 ans? Moi, je peux pas la juger. À 25 ans, je crois, la journée, j'étais caissier. Et le soir, je faisais du stand-up. Et quand la journée, je vous dis j'étais caissier, c'est pas genre caissier normal. Hein, c'était, je faisais des photocopies de mon doigt. Et je le mettais sur le dos des vendeurs. Et les vendeurs, ils se baladaient dans le magasin en faisant des wads aux clients. Et ça me tuait de rire. Donc je peux que être tolérant. Après, peut-être que vous, à 25 ans, vous dirigez un pays. Chacun est différent. Mais ouais, ça m'a un peu blessé pour elle, en tout cas. Donc on a le droit de pas être d'accord, mais venez, on reste dans les règles de la courtoisie. Du coup, j'ai eu du mal à sélectionner les commentaires. Mais j'ai décidé de prendre que ceux qui m'ont fait rire et ceux qui sont gentils avec Marie. Voilà. Donc on repart sur le récap des commentaires de l'épisode précédent. On commence avec Dark Hall qui disait « Quelle régularité, c'est parfait, tu nous régales Seb et tes invités aussi. J'ai une question, quel type de profil recherches-tu pour ton podcast? Je veux dire, qu'est-ce qui te fait dire « Ah, cet invité là pour être bon pour mon podcast ?» Alors pour la régularité, merci. Je vous avais dit que je travaillais dessus et je ne relâche pas mes efforts, même si j'ai pas l'habitude. Mais vraiment, je veux être régulier. Et quel type de profil je recherche pour le podcast? J'aime bien avoir des innocents qui se font fumer sur la place publique. C'est vraiment mon kiff. Quelqu'un qui s'y attend pas du tout, qui est pas prêt pour ça et qui se chope toute la méchanceté de la terre. C'est vraiment le profil que je recherche. Ensuite, on a Anthony qui dit « Moi, quand j'étais petit, mes parents disaient aux profs de ne pas hésiter à me taper. Je n'ai pas été signalé visiblement. » Parce que Marie, dans l'épisode précédent, elle est prof. Et donc, on parlait de quand on voit des enfants qui ont l'air un peu bizarres ou qui ont l'air d'avoir des problèmes à la maison, il faut les signaler. Et lui, il disait que son père a carrément, ses parents ont même proposé au prof de le frapper s'il y a besoin. Franchement, je connais ça. Tu sais quand ta mère a dit au prof, franchement, allez-y. Hein. Non, s'il faut, vous y allez. Hein. Et tu sais qu'après, le prof, il abuse avec toi parce qu'il sait qu'il a l'aval de ta mère. Et ça, c'est horrible. Ta mère, elle m'a dit oui. Psh, non, maman, pourquoi t'as fait ça? C'est ta mère qui m'a dit oui. Psh, psh. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais qui est un peu annexe. Qui a déjà été tapé par le parent d'un pote? Ça me tue de rire. Tu sais, le daron, il rentre chez lui, il voit son fils qui fait des bêtises avec d'autres enfants et il tape tout le monde. Ça m'est déjà arrivé, ça me tue. On a Sanzo qui dit « Oh merde, Marie, c'est Magali en fait. Sans blague, depuis le début, j'avais un sentiment de déjà-vu. Puis j'ai entendu « Ah ouais, t'es en train de te vanter d'acheter un truc sur Amazon ?» Alors que ce n'est pas le fond du problème. Et Seb en train de se justifier d'un sujet qu'il ne voulait pas aborder. J'ai eu l'impression d'être dans 1 heure avant la... Écoute, Sanzo, il paraît que l'histoire est un éternel recommencement, donc peut-être c'est ça. On a Akazato qui dit « J'aimerais trop te voir dans une vidéo de combat avec Greg MMA de Karaté Bushido. » Écoute, je regarde ces vidéos à ce gars-là, et franchement, j'ai pas le niveau encore, mais pourquoi pas. Mais je vous annonce officiellement que je viens d'attaquer mon premier cours de Kung Fu cette semaine. Voilà, donc je laisse encore un peu de temps pour pouvoir vous faire un peu des retours et tout. Mais ça y est, je suis passé à l'acte. Je suis passé à l'acte, je parle comme un terroriste. Ça y est. Mais ça faisait trop longtemps que j'en parlais. Je sais que je vous saoulais dans tous les podcasts à vous dire ça et tout. Donc
Et puis j'ai eu un déclic à un moment donné. Quand je me dis, ouais, on profite pas assez de sa vie et tout, je me suis dit, mais c'est vrai que moi, il y a trop de trucs que j'aurais aimé faire. Et j'ai pas été, quoi. Et j'ai pas envie d'être ce gars qui répète toujours, ah, si j'avais su, j'aurais pu, si j'avais fait ça, j'aurais aimé faire ci. Non, non, il faut tenter. Même si je vais être nul, j'en ai rien à faire. Mais en vrai, je pense que je suis un peu doué. Je pense que j'ai des capacités. Le mec, il m'a dit, en tout cas, t'es enthousiaste. J'étais trop content. Ya, ya, ya. Ouais, je vous raconterai ça. On a Anthony Akuma qui dit un commentaire pour un meilleur référencement YouTube et aussi un petit message de soutien pour toi, Seb. Merci, Anthony. Vous êtes nombreux à me faire des petits commentaires comme ça de référencement et je trouve ça trop mignon. Donc, merci beaucoup pour votre geste. On a Pink Blurry qui dit ah, la sagesse de la pieuvre. J'arrête le podcast pour dire ça absolument. Alors, je reviens juste. Dans l'épisode d'avant, j'avais proposé en recommandation de regarder le documentaire qui s'appelle La sagesse de la pieuvre sur Netflix, qui est un documentaire où c'est un mec qui, je crois, tombe amoureux d'une pieuvre. Et en fait, c'est trop chelou parce que au début, ça a l'air trop bizarre comme commentaire, comme documentaire, ça a l'air vraiment nul. Et tu te laisses vraiment aspirer par le truc. Et au final, j'ai kiffé. Et en fait, je pensais être le seul à avoir regardé ce truc-là au fin fond de Netflix. Mais au final, je suis pas tout seul. Et donc, il y a Pink Blurry qui dit Seb, il est superbe ce documentaire, c'est pas nul. On voit l'intelligence émotionnelle des animaux, c'est extraordinaire. On a besoin de ce genre de docu, il est passionnant en plus. La pieuvre est un animal de dingue. En plongée, j'ai failli me faire embarquer ma GoPro et elle a compris que je n'étais pas d'accord. Lol. Elle l'a laissé et elle a repris sa petite vie devant moi. Cœur. Moi, je suis militante des pieuvres. Franchement, j'ai kiffé aussi, je vais pas vous mentir. C'était trop bien. Mais j'ai kiffé ce documentaire, mais je m'attendais tellement pas. Et je l'ai mis en jouant à Dragon Ball Z en même temps sans trop y croire. Et c'est vrai que ça faisait un petit contraste parce que d'un côté, on voyait bien l'homme, on voyait un homme en plein d'humanité en fait qui s'attachait à une pieuvre finalement. Et de l'autre, t'avais moi, de l'autre côté, totalement dénué d'humanité qui déglinguait des gens sur des baisers. Et l'autre, il était de l'à côté. La pieuvre a un cœur. Et je l'aime. Prends ça, toi, prends ça. Ensuite, on a Capucine qui nous dit je suis morte avec l'histoire de l'huile de coco. Faut les laver les cheveux après, Seb. C'est comme un masque. Putain, merci. Merci à vous. Vous avez été nombreux à m'expliquer comment marche l'huile de coco. Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait en mettre dans les cheveux. J'en mettais et après, j'avais les cheveux gras de ouf. Et en fait, ça se rince. Je me disais, mais pourquoi mes cheveux, ils sont gras? Et après, quand ça sèche, le cheveu, il est épais, il a l'air sale et dur. D'accord. Partout où j'allais, en plus, ça puait le coco. Laisse tomber. Ça faisait vraiment le mec qui a un complexe avec la Réunion. Mais puisque je vous dis que ma mère est réunionnaise, vous comprenez pas? Sentez mes cheveux, ça sent le coco. Vous comprenez pas? C'est les origines. Horrible. On a Alex Poldens qui dit par rapport aux dents de sagesse, parce que je me suis fait arracher une dent, je me les ai fait arracher il y a pas longtemps. J'ai demandé au dentiste de me les laisser. Je les ai mis dans une boîte avec toutes mes dents de lait. Suis-je folle? Parce que je disais dans l'autre épisode qu'on m'a arraché une dent et je sais pas quoi en faire avec de cette dent. J'ai pas envie de la jeter. C'est dur de jeter une partie de soi. Ça fait bizarre de la garder. Et Alex Poldens a gardé dans une boîte toutes ses dents qu'elle a perdues depuis toute sa vie. Je pense que t'es un peu folle. Je pense que t'es un peu folle, mais je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Cette boîte, ce serait bien de la garder sur toi. Moi, si j'étais toi, je pense que je la garderais sur moi. Tout le temps. Et comme ça, si jamais un jour il m'arrive un truc et que je meurs et tout, et que le responsable de la police il dit est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour identifier le corps? Une dent, n'importe quoi. Et tu fais oui, chef, on a une dent. Bah alors pourquoi vous faites cette tête? Bah parce qu'en fait, on a retrouvé 122 dents qui appartiennent toutes à la même personne. Il y a un truc à faire. On a Joe Bijoba, je viens de comprendre le jeu de mots. Lol, je suis mort, je ne comprends plus rien à leur catégorisation. Perso, je vais rester sur hommes et femmes. Ouais, je sais plus pourquoi tu réponds à ça. Mais oui, sauf si tu tombes sur un non-binaire. Des fois, je me dis, les non-binaires, ils veulent pas qu'on les classe dans ni homme ni femme. Et je me dis, imagine un jour, il y a un gars, il vient et dit moi, je me sens ni homme, ni femme, ni non-binaire. Je refuse qu'on me classe dans une de ces trois catégories, je suis non-trinaire. Et après, imagine un gars, il vient et dit écoutez, moi, je me sens ni homme, ni femme, ni non-binaire, ni non-trinaire. Je refuse qu'on me classe dans une de ces quatre catégories, je suis non-quaternaire. Et ainsi de suite. Ça m'a fait rire. CyberCD qui dit on en parle du fait que Seb dit fais ce que tu veux, c'est anonyme, alors que Marie, on a son nom, son boulot, son lieu de travail, le fait qu'elle est rentrée hier à 3h du mat et sa photo. Bien sûr, moi je m'en fous, mais bon, c'est pas de l'anonymat. J'avoue, j'avais zappé. C'est un podcast qui est à moitié anonyme. On peut te retrouver si tu veux, donc fais attention. On a Jennifer qui dit le tag non à la loi Taubira se trouve sur la A104 après la sortie 9 de Shell. Vous êtes nombreux à m'avoir répondu sur ce tag. Je ne suis pas le seul à qui il est marqué visiblement. C'était un grand tag qui avait été fait sur un pont au-dessus d'une autoroute, non à la loi Taubira. Et je me disais mais comment les gens peuvent croire que
on va changer d'avis sur une loi en ayant vu un tag sur un pont. Et en fait, ouais, je m'étais renseigné parce que j'avais oublié. Donc, il y a 2 lois Taubira. Il y a la loi pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et il y a la loi pour l'adoption, je crois, des couples homosexuels ou le mariage, un truc en rapport avec ça. Alors, je sais pas, le gars qui a tagué ça, à quelle loi il faisait référence. À mon avis, peut-être aux 2, généralement. On a Julien Dub qui dit c'était un très bon podcast, comme tu as dit. Pour une fois qu'il y a de la contradiction, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un débat sans que ça parte en cacahuète, surtout sur ces sujets. Merci à vous deux. Alessandro Dolce qui dit salut Seb, j'espère que tu verras ce commentaire. J'adore tes formats de podcast. C'est toujours intéressant de découvrir des profils différents, de toutes classes et origines. C'est super sympa de les écouter en fond quand je travaille, par exemple. Bref, un petit moment feel good. Force à toi, en espérant pouvoir te voir un jour sur scène, en espérant pouvoir te voir un jour dans le public. Si on peut reprendre. On a Fabien Martino qui dit AstraZeneca, qui veut dire tueur d'étoiles en latin. Et je pense que je le savais un peu, j'étais pas loin. Quand j'ai dit que AstraZeneca, ça sonnait un peu comme une prophétie maya. AstraZeneca, l'étoile tombera sur la terre. Mais je crois que c'est Astra qui a dû mettre sur le truc. On a Bereziga Jamel qui dit salut Seb, je voulais rebondir sur Amazon. Ouais, parce que gros débat avec Marie qui est contre Amazon et vous avez été plein aussi de son côté dans les commentaires en disant qu'Amazon, il faut pas acheter sur Amazon, il faut plutôt privilégier les petits commerçants, etc. Et là, on a un retour plutôt positif de Bereziga, c'est assez rare, qui dit Seb, je voulais rebondir sur Amazon. Bah oui, Amazon c'est la vie, j'y travaille de nuit et j'écoute tes podcasts pendant. Bref, on diabolise Amazon alors que c'est juste une plateforme où on trouve des commerçants, grands comme petits. Et comme elle s'inquiète pour les salariés d'Amazon, alors que c'est des papas, des mamans, des jeunes qui y travaillent, c'est un des seuls secteurs qui offre encore des emplois pour que les gens s'en sortent. Il fait vivre énormément de personnes, sans oublier le travail indirect qu'il crée, comme les livreurs, les agents de sécurité, les chauffeurs. Bref, Marie, que des contradictions. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. C'est vrai qu'Amazon, en fait, c'est pas, t'achètes pas, quand t'achètes sur Amazon, t'achètes pas à Amazon. Enfin oui, tu leur donnes de l'argent, mais c'est des petits, ça sert aussi de vitrine à des petits commerçants. Et je pense que aujourd'hui, les petits commerçants, ils doivent prendre le virage numérique. Bon, ça, c'est que mon avis, mais je pense qu'on est obligé d'évoluer, en fait. Le futur, c'est ça. On peut pas se forcer à. C'est comme quand on a. Je sais plus qui c'est qui disait cette comparaison. J'avais entendu ça, qui disait quand on a inventé la voiture, il y avait des gars qui disaient ouais, prenez pas la voiture parce que sinon les maréchals ferrants, ils auront plus de travail avec les chevaux et tout, donc il faut rester sur les chevaux. Bah non. Le futur, il nous appelle vers là-bas, donc c'est à nous de nous adapter et d'évoluer. Je pense que le monde aujourd'hui est fait d'évolution, que ce soit morale, physique, technologique. Nous, on est le fruit de l'évolution, donc il faut évoluer, sinon on meurt. C'est la nature. C'est dur ce que je dis, mais je pense, au fond, je le pense un peu. Moi, à la base, j'étais pas un gars de YouTube, c'était pas ça mon métier. Puis après, tu te dis, bah écoute, c'est ça aujourd'hui, donc on va tester, et puis on va essayer de voir comment on peut trouver du plaisir dans YouTube sans se dénaturer, tout en restant soi-même. Et ben, je pense que voilà, c'est pareil pour les commerçants, pour n'importe quel truc, il faut garder sa personnalité et essayer de s'adapter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Flying Canet qui dit Seb, tu veux un truc plus rapide qu'Amazon Prime? Le savais-tu? Dans un magasin, tu as ton produit dans la minute et souvent moins cher. Les grandes enseignes ont bien compris le truc en vantant le retrait gratuit en magasin. Genre, un jour, ça sera peut-être payant, donc profites-en. Je faisais comme toi jusqu'à ce que je me rende compte que souvent, c'est moins cher et plus rapide de se déplacer. Écoute, moi, je suis pas d'accord. Souvent, dans les magasins, c'est plus cher. Parce qu'en fait, il faut payer le magasin, il faut payer les vendeurs, etc. Et je me suis rendu compte que sur Internet, c'est souvent moins cher. Et encore, je vous parle même pas d'AliExpress. Mais ça, c'est encore un autre truc. On a Julia qui dit d'habitude, je ne commande jamais, mais là, je me suis dit que c'était important de le faire. Juste pour dire que je trouve Marie hyper courageuse et cool, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit. Aller coller des affiches pour aider des personnes qu'elle ne connaît absolument pas, je trouve ça hyper cool. Et l'anecdote sur le portable volé est incroyable. C'est une super héroïne en fait. Je comprends pas que personne n'en parle dans les commentaires. Bref, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Votre discussion était très intéressante. C'est vrai, t'as trop raison, Julia. On a oublié à quel point Marie était cool. Je vous rappelle que elle a vu un mec voler le téléphone d'un autre gars sous ses yeux et elle a arraché le téléphone de l'autre gars. Elle est partie en courant. Elle l'a rendu à son propriétaire. Et elle est repartie en courant. Donc Marie, c'est quand même Batman. Et effectivement, c'est vrai que coller des affiches. En fait, on a focalisé, moi le premier, sur le fait que avec son groupe de féministes, avons collé des affiches dans Paris de soutien aux femmes victimes et elles refusent la participation des hommes. Donc j'ai focalisé là-dessus, mais c'est vrai qu'on oublie le fond du truc, c'est que mine de rien, elle aide les gens. On est là, ouais, mais elle refuse les hommes. Ouais, mais elle aide les gens.
Ouais, mais elle refuse des hommes. Oui, mais elle aide les gens. Ouais, mais elle refuse. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, rien. Alors tu la fermes. Ensuite, on a Pierre-Henri Joseph qui dit Marie, elle a plus percé que toi, Seb. Merci. Toujours très pragmatique. Safia qui dit les gens, vous pouvez faire preuve de bienveillance malgré vos désaccords. C'est pas nécessaire de vous montrer aussi virulent avec Marie. Je t'aime, Safia. Et le commentaire que j'ai liké, the commentaire. Oui, il faut du RA pour ce commentaire. C'est Mathieu qui dit je ne suis pas forcément d'accord avec Marie. Il a résumé toute ma pensée. Hein. Mais je trouve ça nul de lui en mettre plein la gueule dans les commentaires car vous n'êtes pas forcément du même avis avec elle. L'intérêt de ce podcast, c'est de discuter avec des inconnus, de débattre, et je trouve ça vraiment cool quand les deux antagonistes n'ont pas les mêmes idées. Cela permet d'avoir un vrai débat, faites-vous votre propre avis, mais gardez vos critiques pour vous. Comme l'a dit Seb, ce sont des personnes lambda qui ont le courage de parler publiquement, ils n'ont pas l'habitude, comme des professionnels comme Seb, de se prendre des remarques plein la gueule. J'ai pas trop l'habitude non plus, Mathieu, mais merci. Donc, ayez un peu de compassion et gardez vos commentaires à 2 balles pour vous. Je trouve ce podcast intéressant. Merci Mathieu, c'est exactement ce que je ressentais. Et ben les amis, on va s'arrêter là. On va finir juste avec le hater du jour. Bon, bah vous avez été 100 000 haters du jour, mais j'en ai sélectionné un qui m'a particulièrement énervé. Et je crois que j'ai bloqué même. J'ai bloqué vraiment beaucoup de gens. Tous ceux qui étaient respectueux, je les ai bloqués. Mais lui, en fait, donc il s'appelle Fabien G3. Et j'ai pas compris, Fabien, pourquoi tu as répondu à chaque commentaire qui était contre Marie. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc limite perso. Et tu étais focal sur le féminisme. À chaque fois, t'appelais Marie féministe hardcore. Ouais, c'est une féministe hardcore. Ouais, vous avez vu les féministes hardcore. Et t'étais vraiment dessus. Donc je pense qu'il y a au-delà de Marie, je pense qu'il y a un truc avec le féminisme qui te dérange. Peut-être dans ta virilité ou quoi. Qu'est-ce qu'il a mis, Fabien? Il a mis jeune demoiselle, va te balader le soir dans certains endroits où les blancs sont en minorité, comme à Roubaix, à Villeurbanne, pour tester ton privilège. Ha, ha, ha. Après, il a mis on n'a jamais demandé à une féministe hardcore de réfléchir en même temps. Après, il a répondu à un autre commentaire. Mettre une féministe hardcore devant ses incohérences servira toujours à la cause du peuple. Après, il a répondu sur un autre commentaire. Une féministe hardcore rhabillée pour l'hiver. Le mec, pour lui, c'est une féministe hardcore. Hardcore. En plus, moi, ce mot, j'ai l'impression qu'on peut pas le dire sans être teubé. On peut pas dire hardcore au premier degré. Pour moi, c'est forcément hardcore. C'est une féministe hardcore. Et Fabien, il a mis quoi encore? Tu as raison, l'avenir est à l'Est. Putain, c'est un ouf. Et il a répondu encore à quelqu'un d'autre. Il a répondu à tous les commentaires, Fabien. C'est vraiment un ouf. Oh, ça ne me fait pas... Qu'est-ce qu'il a mis? Hip-hop. Oh, ça ne fait pas de mal de lâcher la soupape de décompression. Soupape que je vais activer pleinement. Étant en pleine préparation de mon expatriation à l'Est, la France d'aujourd'hui me sort par les yeux. Et pourtant, je suis un bon patriote qui a donné 10 ans de sa vie au sein de l'armée de terre. Voilà, ce commentaire est très révélateur de notre ami Fabien. Qui déjà a un problème avec le féminisme hardcore et qui part. Bon, déjà, Fabien, je comprends, tu parles de partir à l'Est. Mais ça veut dire quoi? Déjà, c'est flippant cette phrase. Faut partir à l'Est. Il y a quoi à l'Est? Il y a quoi? C'est la Russie? C'est l'Allemagne? C'est quoi le délire? Tu sais, aujourd'hui, l'Europe, c'est pareil partout. Hein. Toi, tu crois que tu vas arriver sous la neige en Russie? Ça va? C'est Fabien, il n'y a pas de féministe hardcore ici? Non, ici, pas féministe, juste hardcore. Ah bah, ça me va. Et quand il dit « j'ai servi 10 ans dans l'armée de terre comme un bon patriote », ça en dit tellement long. Est-ce que par hasard, Fabien, on n'aurait pas parlé de toi récemment dans aux infos sur un groupe Facebook de l'armée un peu problématique? Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir trollé les commentaires. T'as été bloqué. Les amis, je vous propose de revenir à la réalité et d'accueillir ensemble le héros de la semaine. Je suis trop content de le recevoir. Il a l'air super cool. Il s'appelle Rachid Antoine, il a 39 ans, il habite à Dombasle-sur-Meurthe. Je vais activer son micro. Salut Rachid. Salut Seb. Ça va? Ça va bien et toi? Est-ce que tu es prêt à te faire fumer dans les commentaires? Bah écoute, pas trop, mais on y va. Par des mecs hardcore. Hardcore. Oh putain, il m'a tué lui. Bah Rachid, je suis content de te recevoir. Donc tu m'as dit déjà, je crois qu'on peut pas passer à côté de ton prénom, Rachid Antoine, qui nous rappelle vraiment l'Orient, l'exotisme. Tout à fait. Rachid Antoine, ça vient d'où? Alors ça vient, mon papa est marocain et ma mère est portugaise. Tu vois, donc le Antoine, je sais pas d'où il sort. Ouais. Mais est-ce qu'Antoine c'est ton deuxième prénom ou c'est un prénom composé? C'est un prénom composé. Non, c'est un prénom composé. Et en fait, aussi le Antoine, c'était mon grand-père paternel qui s'appelait Antonio. Et ma mère, mes parents se sont dit, bah allez, on va quand même mettre un bout de français dans son prénom, si jamais. À l'époque, je suis né en 82, donc c'était
le Front National, tout ça, en se disant si jamais ça tourne mal, il pourra avoir une sortie de secours avec son prénom, il pourra choisir entre Rachid ou Louis-Antoine. C'est ouf. Mais c'est bien. Non, en fait, le raisonnement est plutôt bien, mais c'est marrant. Ça donne un prénom marrant au final. Mais au moins, on se rappelle. Ouais, bah oui, c'est vrai, Rachid Antoine. Moi, tu sais que mes parents, ils m'ont donné un prénom, ils m'ont appelé Sébastien, et ma mère m'a dit un jour qu'ils m'ont appelé comme ça parce qu'ils avaient peur que plus tard je subisse du racisme. Ouais, bah voilà. Et vous allez vous dire, d'où tu peux subir le racisme alors que t'es blanc? Mais en fait, je crois que le racisme à l'époque, il a évolué. Je pense que dans les années 80, par exemple, c'était plus les Italiens qui étaient vus comme des grands immigrés et tout. Et moi, donc, ma famille italienne, ils étaient arrivés, ils parlaient pas du tout français. Ouais. Bon, après, avec le temps, ils ont appris et tout. Et ma mère qui venait de La Réunion aussi. Donc, ils avaient peur, ils avaient tous les deux des prénoms un peu bizarres. Donc, ils m'ont dit Sébastien, comme ça, au moins, ça posera pas de problème. Bah, ça a été à peu près la même chose du côté de mes parents. Parce que quand ils sont arrivés en France, c'est pareil, ils parlaient à peine ou pas le français. Donc ils se sont dit, voilà, si jamais, il faut pas éviter au maximum tous les soucis. Mais en même temps, j'ai Rachid avant, hein, donc l'un dans l'autre. Je pense que Antoine Rachid passe mieux que Rachid Antoine. Ah, putain. Et tu m'as dit quand tu étais petit, on te disait que tu n'avais pas une tête d'arabe. Ouais, bah alors ça a été à chaque rentrée, tu sais, quand t'arrives, ils font l'appel sur les premiers jours, surtout au collège, tu rencontres à chaque fois un nouveau prof ou même au lycée. Ils font l'appel dans la classe, etc. Et donc, tu vois, alors moi les profs, c'était des enfoirés ou pas, je sais pas, mais ils disaient jamais le Antoine, ils s'arrêtaient juste à Rachid. Sérieux? Ouais, donc ils faisaient Rachid Rabla. Je lève la main. Ça veut dire pour nous, t'es arabe, d'accord? Il n'y a pas de t'es à moitié français. Pour nous, t'es entièrement Rachid. Pas la peine d'avoir essayé de mettre Antoine. Je pense que ça passerait plus aujourd'hui, mais je pense que t'es tombé sur une époque vraiment où je pense que le racisme était plus développé. Rien à foutre, quoi. Ouais. C'est ouf que les profs, ils disaient pas le Antoine. Non, c'était même quand je le mettais pourtant sur mes copies, tu vois, je mettais les copies que tu rendais, machin, je mettais Rachid, trait d'union, Antoine, machin, etc. Mais non, c'était ça restait comme ça. Et donc à chaque fois que voilà, je lève la main, présent, j'avais toute la classe qui se retournait, qui me regardait, et je me prenais la remarque, oh putain, t'as pas une tête d'arabe. Merci les gars. Donc c'est c'était une autre époque. Toi maintenant qui a 2 enfants, ouais. Est-ce que tu leur as donné un prénom comme ça ou est-ce que tu es parti sur des prénoms normaux? Normaux, ouais, je sais pas. Ouais, on n'est pas sur des prénoms type oriental, pas du tout. Non, on est plutôt sur des prénoms, j'allais dire, normaux entre guillemets, quoi. Mais encore. Tu veux dire ou pas? Tu peux dire les prénoms ou tu veux pas? Tu peux ne pas dire. Ouais, c'est des prénoms. Ouais, non, alors mon gamin s'appelle Nathaël. Ouais. Et ma fille s'appelle Noélie. Voilà. Noélie? On n'est pas sur Noélie. Noélie. Okay, comme cool. Noël avec IE à la fin. Non, c'est sympa, c'est mignon. Ouais. On n'est plus sur le prénom composé, donc il y aura plus cette problématique. Non, simple. Non, parce qu'après, il faut écrire. Hein. Quand tu l'écris à chaque fois, Rachid Antoine, quand tu apprends à écrire, bon, mon gars, c'est long, quoi. Mais donc, Noélie, c'est quelle origine, ça? Bah écoute, j'en sais rien. Tu sais, on a regardé, on hésitait entre... Tu l'as inventé? Non, je pense pas. Non, parce qu'on était sur Noémie. Noémie, j'aimais pas trop. Et puis, j'ai pensé à Noël, Noémie, Noélie. Et puis voilà, c'est parti Noël. Comme ça. N'importe quoi. Le cadeau. Moi, c'est Pakili, parce qu'à la base, je pensais à Pâques. Après, je suis parti sur Ili, Pakili. Non, mais il y a trop de gens qui inventent des prénoms. Je te jure, mes potes, en ce moment, ils sont tous des enfants. Et je suis un peu gêné parce que j'ai du mal à retenir les prénoms de chacun. Parce qu'ils sont tous partis sur des prénoms inventés. Je sais pas s'ils existent déjà. Il y en a un, c'est Maëvi. L'autre, il l'appelait Neivi. Et l'autre, il l'appelait Inaya. D'accord. Je suis Maëvi, Invi, Inaya, Ninanu, Nunaya, Ninaya, Ninavi. Et je galère à chaque fois. Ouais, je comprends. Avec ces nouveaux prénoms. Oh là là. Ouais. C'est dur de trouver des vrais prénoms pour ses enfants parce que tu sais qu'à un moment donné, le prénom, quoi qu'il arrive, il va être démodé à un moment donné, quoi. Ouais, et puis c'est surtout aussi que tu as toujours un prénom qui te renvoie dans tes souvenirs à un gars ou une gonzesse qui s'appelait pareil, et t'as pas forcément gardé un bon souvenir, c'est vrai. Et tu dis ouais, non, ça on va l'éviter, c'est vrai. Et puis on a tous envie un peu d'originalité, tu vois, d'originalité, ouais, c'est un peu un prénom unique. Donc, mais tu soulignes un vrai truc, c'est qu'en fait, on associe vachement les prénoms à quelqu'un qu'on a rencontré dans notre vie. Il suffit que tu rencontres une Maëva sympa dans ta vie, et tu peux être sûr qu'à la fin de ta vie, tu diras non, mon enfant, je vais l'appeler Maëva parce que c'est vraiment des bonnes personnes. De prénom. C'est vraiment des bonnes personnes, les Maëva. C'est vrai.
Non. Et donc, tu m'as dit, voilà, 2 enfants. Tu as été marié pendant 20 ans. Ouais, j'ai été en couple pendant 20 ans. Le drame. Ah non, pas marié, mais en couple. En couple, et le drame. On a vécu dans le péché. Dans le péché, la séparation. T'es musulman pratiquant? Du tout. Je suis plutôt, je dirais plutôt athée. Athée, ok. Ouais. Cette séparation au bout de 20 ans, c'est triste. 20 ans, quand même, quand tu fais 20 ans, normalement, tu fais une vie. Bah ouais. C'est ce que je me disais. Et ça fait même 20 ans, ça a été plus de la moitié de ma vie, tu vois. Bah ouais. Parce que je l'ai connu, j'avais 18 piges. Bah ouais, je l'ai connu, j'avais 18 ans. Et ça fait un an qu'on s'est séparés. Donc, tu vois, 18 à 38, donc 20 ans, j'ai fait plus de la moitié de ma vie avec elle. Et ouais, tu te dis que c'est parti pour la vie, mais peut-être que c'est aussi un piège. Et on s'est fait rattraper par quoi? Par la réalité, c'est ça qui nous a séparés. Les impôts. Non, ça va. Je payais en temps. Non, mais on s'est fait rattraper par le quotidien, la routine, quoi. Ouais, clairement. Et puis c'est vrai que 2 enfants, ça t'embarque. Et puis quelque part, on peut s'oublier soi-même ou même s'oublier le couple. Ah, bien sûr. Et je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que de son côté, voilà, elle se retrouvait plus, était plus heureuse. Et puis voilà. Ouais. Ça sent que tu l'aimes encore un peu. Hein. Ouais, ça sent, ouais. Non, parce que c'est vrai, quoi. C'est un peu. Mais j'ai l'impression que t'es un peu comme moi. Dis-moi si je me trompe. Est-ce que t'as un côté un peu romantique? Parce que souvent les romantiques, comment t'expliquer? On a un peu idéalisé une relation. On se dit putain, ça fait 20 ans, c'était la femme de ma vie. Et ouais. Et c'est vrai que ça brise un peu notre idéal de se dire, on a toujours pensé qu'on se ferait toute notre vie avec la même personne parce que c'est la femme de notre vie. Et on réalise que non, c'est pas ça la vraie vie en fait. Tu te sépares et tu rencontreras sûrement quelqu'un d'autre. Et des fois, voilà, ce côté romantique te met trop de pression, trop d'espoir sur une relation. Et il faut accepter que. Je suis sûr que t'as quelqu'un de bien, t'as l'air super cool, sûr que tu rencontreras quelqu'un d'autre de super bien. Je sais pas, peut-être, je sais pas, mais c'est pas dans mon optique. Et tu vois, l'idée que du portrait de romantique, elle serait là, elle te dirait, Rache, non, il est pas du tout romantique. Mais moi, j'ai l'impression de l'être. Et vraiment, voilà, dans l'idée que t'as dépeint du romantisme, du fait que c'est la femme idéale. Et puis, je l'ai encore dit il y a pas longtemps, hein, à moitié en pleurant à moitié en pleurant lors d'un message. Oh non. Ouais, t'es la femme de ma vie. Oh non, je connais ce genre de message. Putain, faut arrêter, Rachid. Je connais ce genre de message de tristesse. Faut arrêter, je te jure, faut tourner la patte. Déjà, écoute, je vais te dire un truc. Non, j'allais dire une connerie, mais comment formuler ce que je veux dire? T'es pas totalement responsable de cette séparation. Vous êtes 2. Ouais. Et si elle a pas essayé de se battre pour sauver la relation, s'il y a que toi, c'est que c'est pas la bonne. Il y en aura d'autres. Ouais. Alors tu vois, je suis effectivement, j'entends, j'ai pas des potes qui me disent voilà, faut essayer de tourner la page, il y aura quelqu'un d'autre, mais j'ai pas encore passé ce cap. Ça s'est fini à combien de temps? J'ai pas fait le deuil. Oula, alors. C'est récent? Ouais, ça fait depuis. Alors, on vivait encore ensemble pendant le premier confinement, au mois de mars de l'année dernière. D'accord, c'est récent. On vendait la maison pendant le confinement. Ouais. Donc, on a vécu toute la période du confinement, comme si on était encore ensemble, tu vois. Ouais, et à la fin du confinement, ça a dû être tellement notaire. dur. Ouais. Fin du confinement, notaire. Tu rends les clés. On avait déjà préparé les cartons, etc. Et 10 jours après, j'étais dans un nouvel appart tout seul. Et puis voilà, quoi. Ouais, et puis, gérer comment on s'occupe pour garder les gamins, tu prends quelle semaine, comment on s'organise, etc. Enfin, tout un tas de complications à gérer derrière qui. Et le confinement, alors, c'était pas trop dur d'être confiné avec quelqu'un que t'aimes encore, mais pourtant vous êtes plus ensemble? Écoute, ça a été comme si je vivais normal. C'est comme si on avait une vie de couple, quoi. Bah, que ce soit avec les enfants, etc. Plus l'amour et tout. Donc non, finalement, c'est pas. Non, mais on avait toujours cette complicité, il y avait toujours ce côté complicité, etc. Mais non, il y avait plus ça, mais ça me donnait l'impression, tu vois, qu'on était encore une vraie famille ensemble, quoi, avec les. Donc toi, quand le confinement il s'est fini, t'étais vénère. Oh non, encore un peu, s'il vous plaît. Je veux vivre encore un petit peu ce rêve. Oh, non. C'est ça, quoi. Mais non, mec, je te jure, c'est pas sain, c'est malsain, je te jure. Il faut.
C'est pas normal. Ouais, non, mais faut accepter et faut. Après, je te dis ça, moi j'ai des potes qui ont réussi à rattraper la femme de leur vie qui était partie. Quand ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, elle est partie. Souvent parce que y en a un des deux qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de se recentrer sur elle-même, qui est pas heureuse dans cette vie-là, donc elle part 6 mois. Plusieurs potes ont fait ça. La meuf est partie 6 mois. Et après, ils l'ont laissé un peu respirer. Après, ils sont revenus à l'attaque de ouf. Et je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à récupérer la personne. Voilà, parce que tu montres que tu as fait des efforts, tu montres que tu as un peu changé. Et puis peut-être que la personne de son côté, elle s'est rendue compte aussi que finalement le monde est rempli de connards et que finalement son ex, il était peut-être pas si mal que ça. Et finalement, j'en ai un donc, qui a réussi à la récupérer et qui a refait un enfant avec. Et maintenant, ils sont toujours ensemble, ils sont heureux et tout. Donc, toi, tu as cette solution-là. Soit tu as ça, donc c'est pas mort. Ou soit tu avances, tu tournes la page et tu peux aussi te rendre compte que le monde est rempli d'autres meufs super bons délire avec qui tu peux taper des grosses barres et qui te comprennent mieux et qui t'apportent ce que l'autre personne t'apportait pas. Ouais. Il y a forcément. La décision a été unilatérale. Toi, tu étais genre méga épanoui dans la relation et tout. Non, enfin, j'étais bien. Je voyais qu'on avait des difficultés, on avait déjà parlé, etc. Et c'était une situation qui était sous-jacente, qui était un peu, qui montait un peu en derrière. Et puis à un moment donné, elle a pris l'initiative de se dire, bah stop, on arrête. Je suis pas heureuse. Du coup, toi, t'es pas forcément heureux non plus parce que je t'apporte pas ce que t'attends. Et on n'est pas dans une situation saine. Et donc voilà, elle a pris je pense qu'elle a pris effectivement la bonne solution parce qu'effectivement, si elle n'est pas le malheureux, ça sert à rien. Mais difficile à gérer pour moi quand même. Écoute, je suis passé par là, je sais exactement ce que tu vis. Courage. Et, merci. Et le conseil de Dr Love, Seb, que je te donne, c'est prends tes distances, laisse-la respirer. Déjà, tu disparais pendant plusieurs mois et tu fais ta vie. Ouais. Déjà pour toi, pour essayer aussi de te retrouver un petit peu, parce que tu as l'air d'être un vrai bon gars. Rencontre aussi d'autres gens, ça va te faire du bien aussi de rencontrer d'autres personnes, des nouvelles personnes, des gars, des meufs, pas forcément pour pécho, ça peut être pour pécho, mais ça peut être aussi juste rencontrer des nouvelles personnes. Je te jure, ça fait trop du bien de s'ouvrir un peu aux autres. Moi, je suis passé par là et ça m'a fait vraiment du bien. Et après, au bout de plusieurs mois, si vraiment tu es encore amoureux d'elle, tu retentes un truc et tu vois de son côté comment ça se passe. Est-ce que tu lui manques? Si tu lui manques, il y aura peut-être moyen de lui montrer que tu as compris, que tu as évolué, etc. et de retenter un truc. Et il se peut aussi que dans plusieurs mois, tu lui manques pas du tout, qu'elle est trop heureuse à vivre sa meilleure vie. Et là, il faut admettre que c'est définitivement mort et que le monde est rempli d'autres personnes cool. Il faut juste tirer des leçons de cette ancienne relation. Et voilà. D'accord. Mais je m'inquiète pas pour toi, t'es un bon gars. Ouais, j'ai une autre question, Dr Love. Ah, très bien, j'adore ce rôle. Parce que, tu vois, 20 ans ensemble, ça veut dire qu'en fait, on a un truc qui se rajoute un peu à ça, c'est qu'on a des amis forcément en commun. Et tu vois, il y a pas longtemps, on a décidé, il y a un pote qui a pu avoir un bon plan pour savoir un chalet méga cool avec sauna, piscine intérieure, etc. dans les Vosges. Et il a voulu inviter tout le monde, se faire un gros week-end. C'était hors confinement, hein, il y avait pas de, voilà, on pouvait sortir. Et j'y suis pas allé parce que je me sentais pas et de repasser 2 jours, un week-end complet avec elle, etc. Avec les autres potes pour faire comme si de rien n'était faire. Tu sais, refaire le côté revivre. Comme si on était une bande de potes, parce que pour moi c'est pas une pote, quoi. Je veux dire, c'est pas ma copine. Comprends. Et l'envisager comme ça. Ouais, t'es pas prêt encore. Chaud. Ouais, non. Autant elle de son côté, oui. Elle me dit tu me manques, etc. Mais c'est pas le même manque que moi, quoi. Ouais. Donc le côté là à gérer est compliqué aussi, quoi. Ouais. Moi, je comprends. Moi, je suis d'avis de pas y aller aussi, de pas se forcer. C'est bon, la torture psychologique, on en a assez. Hein. Elle va être là, elle va te montrer qu'elle est trop épanouie, qu'elle se fait totalement à son nouveau rôle de on est amis. Puis il y a un truc de pervers narcissique là-dedans aussi, là, de devoir souffrir et toi, t'es là. Moi, je suis d'accord, faut pas se forcer, tu le sens pas, t'y vas pas. Et quand tu auras vraiment bien tourné la page, t'iras. Et là, tu sentiras que vraiment tu t'en bats les couilles d'elle et tu seras bien heureux. Et là, elle regrettera ou elle ne regrettera pas.
Mais au moins, toi, tu souffriras pas, quoi. Faut pas se faire du mal. C'est juste relou quand on a des amis en commun. Parce que tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe les points avec ces gens-là ou pas? Ouais, mais non. Puis après, t'as aussi les enfants qui disent, bah tiens, pourquoi papa, tu viens pas à la fête de machin, etc. Alors, il faut aussi te justifier auprès des enfants. Donc, en fait, elle a plus envie de que je vienne, que je participe par rapport aux enfants. Ouais. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Parce que tu lui dis clairement que tu te sens pas prêt encore pour le moment, c'est tout. Ouais. Tu dis peut-être dans quelques années. Mais donc voilà, c'est ce que je fais, ce que je leur dis. Je fais, écoute, voilà, avec papa et maman, on vous aime toujours. C'est la phrase bateau qu'on dit aux enfants. Imagine qu'ils ne vous aiment plus. Imagine, je suis sûr que ça va déjà arriver. On a divorcé à cause de vous. Parce que voilà, vous ne nous laissez pas dormir. T'es content? Ah ouais, tu pleurais la nuit là. Bah maintenant on n'est plus ensemble, t'as plus de parents. T'imagines, j'aimerais trop le faire juste en expérience sociale, voir que devient l'enfant. La violence. C'est à cause de moi. On le retrouve 20 ans plus tard, tueur en série, quoi. C'est sûr. En train de tuer des gens et répéter la phrase que ses parents lui ont dit. C'est à cause de toi. Parce qu'on dort pas. Oh, putain. Ah là là. Vas-y, on change de sujet. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, là, donc, tu travailles dans quoi? Alors, je travaille... Tu as monté une boîte avec tes frères. Ouais, c'est ça. J'ai un frère et une sœur. Et on a monté une start-up. Je suis un start-upper, tu vois. Une start-up. C'est impossible de dire cette phrase sans passer pour un bobo un connard. prétentieux. Un connard. J'ai pas osé le dire. Non, mais connard 2000. J'ai pas osé le dire. On a monté une start-up. Tu peux pas dire cette phrase normale. Franchement, moi non plus. Pour moi, c'est connard 2000, etc. Non, on a monté. Alors, c'est une boîte de quoi? On a monté donc une société. En fait, on est dans le domaine de la santé, du bien-être connecté pour les enfants. On a développé. Alors, c'est pareil. Une toujours appli qui annonce aux enfants que leurs parents se séparent. On a un message pour toi. Appuie sur play. On a un message. Assieds-toi, faut que je te parle. Non, on a fait une chaussette, non, parce qu'avec ma fille, on a eu pas mal à sa naissance, on a eu pas mal de soucis de santé et de problèmes lors des nuits, etc. Et donc, en fait, on a développé et on continue de développer une chaussette que tu viens mettre au pied de l'enfant et qui permet déjà de rassurer les parents et de les aider à minimiser tout ce qui est mort inattendue du nourrisson. Alors, je sais, c'est pas très fun. Ouais, mais c'est utile. Trop utile. Voilà, c'est utile et c'est une vraie crainte. La chaussette, elle a quoi? Comment ça marche? Elle a des capteurs et elle arrive à savoir qu'il y a encore du sang qui circule dans le pied? Exactement. On a redéveloppé aussi là, je suis obligé de parler d'oxymétrie, de saturation d'oxygène. Avec le Covid, on en entend tous parler. En fait, cette la pince qu'on te met au bout du doigt, qui permet de mesurer ton pouls. Et c'est ce capteur-là qu'on a reminiaturisé, qu'on a intégré dans une chaussette. En fait, au moment du coucher, tu viens mettre la chaussette au pied de ton enfant. Ouais. Ensuite, tu mets le pyjama, etc. Et ça vient faire des mesures durant toute la nuit de manière discrète. Trop bien. Et surtout, t'as pas besoin de lancer d'application quoi que ce soit. Je veux dire, t'as pas besoin de lancer. Tu couches l'enfant. Comment tu sais s'il y a un souci alors du coup? Comment là, du coup, t'as une petite base qu'on a développée comme un babyphone qui elle va se mettre à sonner uniquement en cas de besoin. Après, il y a quand même aussi une application sur laquelle tu reçois l'alerte uniquement quand on a besoin. Trop bien. Si tout va bien, le système reste silencieux. Il n'y a pas de valeur numérique. On donne pas le rythme cardiaque de ton enfant, etc. Parce que d'une part, on en a rien à foutre, mais tu sais pas en tant que jeune parent, tu sais. C'est exactement ça. Ça ferait plus peur autre chose de voir. Il y a ça à la 130, c'est bien ou pas? Ouais, c'est ça. Pas si c'est bien. Et c'est tout le côté-là qu'on veut éviter. Mais tu peux m'expliquer un truc parce que moi j'ai pas d'enfants. Quoi, les enfants ils meurent comme ça sans raison la nuit? Pourquoi on a besoin de leur mettre une chaussette? Alors, t'as tout ce qui a la mort inattendue, ce qu'on appelle les morts subites du nourrisson. On appelait ça comme ça. Maintenant, ça s'appelle les morts inattendues du nourrisson. C'est la première cause de décès en France chez les enfants de moins d'1 an. Il y a à peu près entre 500 et 600 cas par an où en fait l'enfant va s'arrêter de respirer et on ne sait pas pourquoi. Sans raison? Ouais, derrière il va y avoir une autopsie et si derrière l'autopsie on trouve pas, c'est considéré comme une mort inattendue. Après tu as des accidents qui arrivent. T'as des accidents de literie, c'est par exemple l'enfant a été mal couché ou les parents lui ont mis une couverture, l'enfant s'est étouffé avec sa couverture. Oh mon Dieu, non, c'est voilà, ça arrive. Mais tu m'apprends trop de trucs, parce que moi je serais vraiment le genre à mettre là les couvertures pour pas qu'il ait froid. Ah, surtout pas. Sur le visage et tout. Non, je rigole. Surtout pas. Et non, et c'est une vraie angoisse, tu vois. Nous, l'idée du produit là, moi je disais avec ma fille, elle dormait que sur le ventre et le nez, mais le visage contre le matelas, face au matelas. Et donc, on avait peur qu'elle s'étouffe, qu'elle s'arrête de respirer. Tu sais ce que j'aurais fait? J'aurais fait un trou dans le matelas, comme dans les têtes de massage. J'aurais mis son petit visage dedans. Putain, j'y avais pas pensé. Mais je te jure que je l'aurais fait. Je suis assez ouf pour faire ça. Un trou à la perceuse ou au couteau, je découpe un petit rond. Tiens, je mets ta petite tête dedans et je te fais un petit massage.
tu viens de me donner l'idée d'un nouveau produit, un matelas percé avec la tête. Mais attends, et donc, imaginons que l'enfant oublie de respirer. Donc la chaussette alerte, et le parent, il vient, qu'est-ce qu'il peut faire si l'enfant il a oublié de respirer? Il peut pas lui dire respire. Eh ben, s'il peut le réveiller, le fait de réveiller les enfants. Alors, le système va se mettre à sonner. Il va se mettre à sonner, ça peut réveiller l'enfant. Et du coup, l'enfant va pouvoir reprendre sa respiration et repartir tout seul. Ou si jamais ça suffit pas, et ben, les parents sont avertis, ils peuvent démarrer si besoin une réanimation, essayer de le ventiler, d'appeler les secours, etc. Dans l'application, lorsqu'on est dans le cas là, on a les gestes de premier secours qui arrivent avec un raccourci téléphonique vers le service d'urgence, justement pour être pris en charge le plus rapidement possible, quoi. Putain, mais mec, je vais t'en acheter 4 des chaussettes. Ça cartonne ton produit ou pas? Eh ben, on a fini de le développer. Et là, on recherche des fonds justement pour pouvoir lancer la prod, parce que c'est quelque chose qui coûte cher à faire. Et on a besoin d'investisseurs ou de choses comme ça. T'as fait une espèce de Kickstarter ou de genre de... On n'a pas encore fait. Là, on cherche auprès de fonds d'investissement, de business angel, mais on pense préparer un financement participatif, ouais. Si vraiment avec le côté institutionnel des investissements, on trouve pas, partir sur du financement participatif. Enfin, je veux dire, il y a rien de... Quel argument tu veux donner en plus? Il n'y a même pas d'argument de commerce à donner. Votre enfant va vivre. Voilà, ça évite que votre enfant meure. C'est la meilleure raison de la Terre. Ça évite que ton bébé meure. Mais écoute, après, deux. Un pour chaque pied. Oh, putain, je l'aurais fait aussi, ça. Pour être vraiment bien sûr. Pour être bien peinard. Oh, putain. Non, okay. Après, t'as les parents qui adhèrent, et puis t'as des parents, on sait qu'on a des parents qui rejettent tout à fait le côté technologie, les ondes, etc., parce que ça peut faire peur, et je l'entends. Donc, c'est pas un bonnet que tu mets sur la tête, hein, c'est une chaussette. Ouais, mais c'est malgré tout. Tu me diras, à cet âge-là, le pied est pas trop loin de la tête. Comment t'as eu l'idée de développer ce produit? T'as eu des morts bébés dans ta famille ou autour de toi? Non, c'est vraiment avec ma fille, quand elle dormait, comme je te disais, sur le ventre et le visage face au matelas. Ah oui. Donc du coup, moi je dormais pas, je faisais pas, parce qu'on avait peur qu'elle s'arrête de respirer et qu'elle s'étouffait, parce qu'en plus ça tombait bien. Je venais de me faire virer peut-être 15 jours après sa naissance. Donc j'étais en congé de reclassement, donc j'étais pépouze à la maison à payer. Rien faire, très clairement. Donc, du coup, moi, je faisais les nuits. C'est-à-dire que je restais réveillé à côté d'elle, à la surveiller, à s'assurer qu'elle respire. C'est bien, ouf, hein, de dire ça. Je dois m'assurer que la personne respire. C'est ouf. Bah ouais, parce que franchement, on était flippés de la laisser dormir comme ça, parce que si on la mettait sur le dos, elle dormait pas, elle pleurait. On la mettait sur le côté en essayant de la caler, elle se retournait. Et elle se remettait tout le temps dans la position là, sur le ventre et le visage sur le matelas. Peut-être elle était pas contente du prénom que tu lui avais donné. Hein. C'est ça. Pourquoi en fait. Noélie non je boude, tiens. Et j'ai une question. Donc du coup là, vous avez lancé ça et du coup c'est devenu ton métier, parce que moi je pensais que vous aviez commercialisé le produit, mais là il est encore à l'étape de développement. Donc c'est quoi ton métier? Comment tu gagnes ta vie du coup à ce niveau-là? Effectivement, on est à plein temps dessus et effectivement, pour l'instant, je me paye pas. Ouais. Voilà. Quand ça va sortir, tu vas te faire des couilles en or. Mais franchement, c'est vraiment bien de développer des produits utiles et surtout qui aident à la survie, quoi. Enfin, là, comment tu me l'as décrit, pour de vrai, je voulais en prendre un si jamais j'ai un bébé. Je te jure. Ah bah écoute, je te mets sur les attentes. Trop bien, mais tu l'aurais vendu combien, ce genre de truc? Ça coûte combien, ce genre de produit? Alors, le produit, vraiment comme on l'imaginait, comme on l'a sur le site, on est à 300 €. Ah ouais, c'est cher. Pour un produit entièrement fait en France. C'est cher, c'est le prix d'un béco. Ouais, c'est le prix d'un. Si tu prends un babyphone qui fait audio avec thermomètre, etc., t'es autour de 250 €. Donc nous, on analyse la température, le taux d'humidité, le tabagisme, le monoxyde de carbone, etc., suite au monoxyde au tabac, tout ce qui est tabagisme passif, etc. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bébés qui fument, et c'est un vrai problème. Non, t'as surtout beaucoup de parents qui fument dans la maison alors qu'ils ont un gamin, quoi. Ah ouais, sérieux? Et le tabac fait partie aussi des facteurs aggravants. Enfin bref, on est sur un produit à 300 €, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Alright. Et comment ça se passe le fait de développer ça en famille? Moi, je me suis dit toujours que quand tu fais des business avec tes frères et tes sœurs, ça me fait toujours un peu peur, parce que tu te dis, quand il y a de l'argent qui est en jeu, ça peut créer des embrouilles qui après se répercutent dans la famille, etc. Bon, vous, pour le moment, il n'y a pas encore d'argent qui rentre, mais quand ça va cartonner, tu peux avoir peur. Ouais, non, et puis après, alors, on a toujours été amenés à bosser ensemble. Alors, je m'explique. Ah, d'accord. C'est que
moi, mes parents, voilà, ils ont fait plusieurs tafs, etc. Et à un moment donné, mon père, la semaine, il était conducteur d'engin, donc il travaille sur les chantiers. Et le week-end, il vendait des fleurs sur un parking de supermarché. Ah oui, il charbonnait. Et donc, il charbonnait. Bah, pas le choix. Hein. Tu n'as pas le choix si tu veux construire un avenir pour tes gosses, etc. Donc, pas le choix. Et ma mère, elle a enchaîné pas mal de petits boulots, ménage chez les gens, camion de pizza, etc. Et puis en 90, ils ont ouvert un magasin de fleurs et mon père, il s'est mis à vendre cette fois-ci à son compte. Donc, il gardait toujours la semaine conducteur d'engin sur les chantiers. Ouais. Et le week-end, à son compte, il vendait des fleurs. Et donc, nous, quand on était à l'école et qu'on bossait pas bien, la punition, c'était, tu vas aller avec ton père sous les parasols le samedi et le dimanche à l'aider à bosser pour dire, voilà, nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Toi, si tu bosses pas à l'école, voilà ce qui va t'attendre. D'accord. Et donc, voilà, que ce soit moi ou mes frangins, on a été embarqués dans l'entreprise familiale et puis on a bossé jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite, quoi, à vendre des fleurs avec eux, faire les livraisons, fête des mères, etc. Donc on a toujours été habitués à bosser ensemble, quoi. Que ça t'a beaucoup appris, cette expérience. Tu m'as dit quand tu étais petit, et toi qui étais un peu timide et tout, le fait de devoir vendre, ça t'a vachement développé et que tu as trouvé que c'était une belle expérience au final. C'est clair, parce que tu t'imagines, alors j'ai commencé à y aller, moi, j'étais en CE1. CE1, je sais plus, t'as quel âge, t'as peut-être 8 ans. Ouais. Moi, j'avais 14. Après, chacun son développement. Et donc, t'es là, t'es à côté sur le stand avec ton père, t'as les gens qui attendent, machin, puis à un moment donné, il te dit, bon, allez, le prochain, c'est toi qui sers. Donc, toi, t'as 8 ans, tu vas avoir une personne qui est devant les fleurs, l'accoster, déjà parler à un adulte. Déjà, quand t'as 8 ans, un peu timide, c'est pas facile. Et puis, il va te dire, voilà, j'aimerais un bouquet, à l'époque, c'était encore en francs, pour un bouquet composé pour 50 francs. Et vas-y, t'essayes toi, à 8 ans, de faire un bouquet de fleurs pour un adulte. Il était bien ton premier bouquet ou pas? Il devait te dégoûter le client. Écoute, je sais même un bouquet d'enfants avec une fleur qui va là, l'autre qui va dans l'autre sens. Voilà, 50 francs. Mais voilà, puis après, rendre la monnaie, tu vois, les gens ils payaient, tu rends la monnaie, c'est trop bien, etc. c'est une bonne expérience. Mais clairement, ça a été galère. En hiver, on se les pelait avec les doigts mouillés, etc. Parce que mon père disait, il fait 1 degré, 1 degré avec la bouteille de gaz. On y va. Sérieux, papa, il neige dehors. Qui va acheter des fleurs? Il neige. Il était 7h30 avec le thermomètre dehors. Il fait 1 degré. Ouais, c'est bon, avec les bâches, la bouteille de gaz. Il était trop chaud. Trop chaud. Encore une fois, je veux dire, t'avais pas le choix, quoi. Il avait pas le choix. Donc, on y va. Et donc, tu vas, t'installes les bâches, les machins, les doigts gelés. Mais c'était une putain d'école de la vie, quoi. Mais tu m'as dit, du coup, tu regrettes parce que toi, tes enfants, ils connaîtront pas ça, quoi. Et quelque part, ouais. Parce que là, maintenant, mes parents sont à la retraite. Et mes gamins, ils n'auront pas vécu le côté, mon gars, t'as beau avoir 8 ans, t'es sur le terrain, vas-y, tire-toi les doigts et puis soit bouge et un peu du jote, etc. Je crois qu'on a tous un truc qu'on regrette que nos enfants ils connaîtront pas. Ouais. Et c'est un peu le côté-là que je me dis, putain, ça leur aurait fait du bien, quoi. Tu sais, ça aurait un peu les dégourdir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça leur aurait appris la vie, quoi, sur le terrain. Ouais, c'est ça. Et puis la valeur de l'argent, mine de rien. Je me rappelle à la fin, alors j'avais pas spécialement d'argent de poche, mais quand on avait besoin d'un truc, les parents, ils disent, ok, t'as bossé avec nous, il y a pas de souci, on peut te le payer. Ou des fois, on avait un billet de 20 francs. 20 francs, putain. Je sais même plus en euros, ça fait combien, quoi, mais tu te rends compte, putain, t'avais bossé la matinée et t'avais eu un billet de 20 francs. Tu dis, bon la vache, les 20 francs là, mon gars. Tu vas les garder. Voilà, c'est ça. Et c'est le côté-là que je me dis, merde, ça, ils l'auront pas. Tu m'as dit, après tes études, t'as bossé dans le médical. Et tu faisais des démos d'échographie. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Tu vois ce que c'est un échographe, l'appareil où tu viens parce que les femmes elles sont enceintes, c'est l'image qu'on a. Ouais, tu mets une crème et après tu passes un truc dessus. Exactement, tu mets le gel échographique, on passe la sonde sur le ventre, etc. Il sert à quoi le gel? À faire que les ultrasons qui sont générés par la sonde traversent la fine couche d'air que tu as entre la sonde et la peau de la maman, et ensuite se disperse dans le corps. Il y a une vraie raison scientifique, quoi. C'est pour que les ondes pénètrent. Moi, je pensais que c'était juste pour que l'appareil il frotte pas sur la peau. Non, t'as aussi le côté là, mais c'est surtout pour que ça passe à travers l'air qui entre la sonde et la peau. Donc en gros, l'appareil là, le gars qui disait voilà, ça, je vois le bébé, il va bien et c'est un garçon, c'est une fille. Lorsque les médecins devaient changer leur échographe, je leur faisais la démo que moi, monsieur, regardez, vous mettez ça comme ça, le réglage là, vous avez une image meilleure que celle que vous avez ou meilleure que celle de mon concurrent. Attends, donc je faisais la démonstration. Donc, en fait, toi, tu vendais des échographes en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, tu vendais des échographes. Tu étais comme dans La Recherche du bonheur, Will Smith.
Et putain, belle ref, ouais. Tu Moins vends- galère, Ouais. moins galère que lui parce que c'est une époque où je gagnais très bien ma vie. Et Tu vendais des échographes. C'est marrant, ça. Mais c'est parce que et il donc y a un marché pour ça, parce que j'ai l'impression que bien n'importe sûr. quel hôpital, n'importe quel truc, ils en ont tous un déjà. Ouais, non, mais parce que l'échographe, t'en as partout. T'en as déjà en privé, chez tous les radiologues, les Ouais. angiologues, les gynécologues, obstétriciens, rhumatologues. Et puis à l'hôpital, bah, pareil, dans tous les services, t'en as au moins un. Dans les urgences aussi. Et Et après, ça se tous les casse. 7, Il y a un besoin de le renouveler. ouais, il y a besoin de renouveler. Tous les 7 ans, ça doit être renouvelé. Hmm. Chez les gynécologues, c'est tous les 7 ans. L'échographe doit pas avoir plus de 7 ans, donc il faut le renouveler. Et puis en général, ils changent d'échographe tous les 3-4 ans. D'accord. Donc non, il y a un vrai marché. Et c'était aussi une putain de belle expérience, quoi. Ah ouais, carrément, je l'aurais pas vendu comme ça, parce qu'en gros, ça m'a l'air assez répétitif. Genre, bonjour, voilà mon échographe, regardez comme il est Ah, que bien, dalle. regardez l'image comme elle est belle. Vous le prenez Ouais. pas, je vous laisse 3 jours. Non, parce que du coup, j'assistais alors, comment ils s'en servent? En fait, moi, j'arrive le matin ou la veille, j'installe mon échographe à la place du leur, et ils font leur vacation, leur journée de travail, ou D'accord, sur tu deux, leur trois laisses un jours, petit jour d'essai, quoi. et ils l'essaient des fois pendant une semaine. Et là, j'assiste avec eux aux examens. Parce Et, que des fois, faut les guider, parce que c'est pas les mêmes touches, etc. Donc, je les accompagne. et qu'est-ce que ton échographe, excuse-moi, mais il avait de plus que l'ancien échographe des autres? Il y avait la couleur? Il y avait la couleur. C'est vrai? J'ai dit ça au hasard. Bah, non, ils l'ont tous, la couleur, c'est ce qu'on appelle le Doppler. Non, c'était sur la résolution de l'image. D'ailleurs, sur la vidéo, on est passé de la télé normale à la 720p, 1080p, Ouais, 4K, etc. ouais, ouais. Bah, dans les échographes, il y avait un peu ce même principe. Tu avais des sondes qui étaient plus hautes en fréquence, donc plus Hmm. précises, qui pénétraient lorsque tu fais une écho abdominale. Même chez les patients obèses, tu arrivais à voir le foie jusqu'au fond, etc. Parce qu'après, pour eux, au niveau des examens, c'est plus de confort et plus de facilité à détecter des anomalies, quoi. Et tes échographes, toi, j'ai une question. Est-ce que toi, tu Ouais. les achetais pour les revendre, comme Will Smith, qui en a acheté grave, qui s'est endetté, ou est-ce que Non, toi, tu non. vendais pour une société? Ouais, moi, j'étais employé pour une grosse D'accord, entreprise japonaise. Donc, j'en avais un dans le coffre. Je me baladais avec, mais je l'avais pas acheté, quoi. d'accord, ok. C'était celui qui t'avait passé, que t'avais passé à la boîte. Et tu m'as dit, en faisant ce truc-là, donc tu as vu des trucs de dingue, et tu m'as dit, j'ai vu beaucoup de misère humaine. Ouais, ouais, J'ai pas ouais. compris C'était, misère humaine, comment ça? c'est surtout quand tu vas dans les hôpitaux. Alors, c'était surtout chez les personnes âgées, euh, qui se retrouvaient toutes seules à l'hôpital, désorientées, limite Alzheimer, et tu te dis mince, tu discutes avec avec le personnel hospitalier. Ils disent bah voilà, la dame là, elle est toute seule, ses enfants viennent pas la voir, etc. Tu te rends compte que des fois la vieillesse, bah, pour beaucoup, c'est rester seul, malheureusement. Et le pire que j'ai vu, c'était on faisait une échographie. Alors ça va pas être gay, hein, mais sur un bébé qui avait 2 mois, même un peu moins, je crois. On lui faisait une écho de la fontanelle. Donc la fontanelle, c'est au-dessus du crâne, Ouais. l'échographie du cerveau, parce que la maman était une toxico et le bébé était accro à la coke à cause de la maman, et il avait des tremblements, il était en manque. Donc on faisait Waouh. des échos de. Donc quand tu vois alors surtout moi ouais, c'est les enfants qui me, C'est ouf. ouais, c'est là que tu te dis putain, C'est c'est ouf. chaud quand même, quoi. C'est chaud quand même. Et, C'est chaud quand même. et malgré tout, tu m'as quand même dit, on a retrouvé un verre de 10 Oh, centimètres ça dans c'était l'œsophage génial. d'un gars. Ça c'est génial. C'est quoi ce délire? C'était alors c'était à Strasbourg, dans l'hôpital de Strasbourg. Je faisais une démonstration d'échographe avec un autre collègue, et il y avait un patient où il faisait une écho gastro, donc on te met le tube dans la gorge pour voir pour faire une échographie du tube et du foie, etc. Enfin bref, le médecin commence à enfiler le tube dans la bouche du gars, puis tout d'un coup, on tombe nez à nez avec un verre qui Mais était dans non. l'œsophage de 10 centimètres. Devant la caméra. Coucou. Il sort sa Et on tête s'y et tout. attendait pas exactement. Et le médecin surpris fait ouais, préparer un lasso, préparer un truc pour qu'on le Après sorte. barrer un lasso, il a dit, oh le bâtard. Et en fait, le Ah, patient mais c'est ouf. revenait d'un voyage en Afrique. Il s'était baigné dans une flotte pas spécialement propre. Et en fait, il a été contaminé comme ça. Il a dû avaler de l'eau, etc. Le verre s'est développé dans l'estomac et il remontait. Et ça lui causait des problèmes au niveau du foie. Oh, c'est Et on a incroyable. sorti le verre, mais choqué, quoi. J'ai fait, oh la Il y vache! a un verre qui était dans son Ouais, œsophage, donc il a remonté au du calme. foie jusqu'à Ouais, l'œsophage. ouais, ouais, ouais. Et il a mangé des parties de son corps?
Je sais pas. Je sais pas exactement comment ça se c'est sent. Mais on l'a vu, il l'a sorti au lasso avec une pince. Et ouais, plus de 10 centimètres. Incroyable. Ça me Mais dégoûte. c'est, ouais, non, enfin, ouais, je peux comprendre que ça dégoûte, mais non, c'est pour ça que je dis que c'était jamais tous les jours. Enfin, je veux dire, chaque jour c'était une journée différente. Je savais pas sur quoi j'allais Ah, tomber. tu m'étonnes. Donc, Comment ça s'est donc, passé mais aujourd'hui? Bah, j'ai vu un verre. ouais, T'as mais bu un verre? Non, non, j'ai vu un écoute, verre dans l'œsophage d'un gars. j'ai pris des photos et tout. Oh putain. Et vas-y, et on finit un dernier coup sur toi. Dernier fait d'armes sur lequel on ne peut pas passer à côté. Ouais, Rachid Antoine, nous devons le préciser aux gens qui nous écoutent, a été maître de midi dans l'émission des 12 coups de midi pendant 7 émissions. ouais, petit maître, hein. Petit Un maître, tout 7 petit émissions, c'est maître. déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est clair, sachant que je n'avais jamais regardé une émission de ma vie avant. Sérieux? Tu connaissais pas la télé? Ça Je passe à rigole. midi et le midi, je regardais pas. Donc, je connaissais le jeu, mais j'avais jamais vu une émission. Donc, je savais pas quelles étaient les mécaniques du jeu ni Moi quoi non que ce plus, j'ai soit. jamais vraiment regardé cette émission-là. Et du coup, non, c'est mon ex qui m'a inscrit au casting avec un Pourquoi? pote en me disant, parce que à chaque fois quand je dînais, enfin, quand je déjeunais chez mes beaux-parents, il y avait des questions sur les apéricubes, T'avais la des réponse. questions de, et donc, on posait, c'était le jeu de l'apéro, machin, et je répondais à chaque fois. Elle m'a dit, bah, tiens, la prochaine fois, je t'inscris au bordel. Et elle m'a inscrit au casting, qui était une expérience aussi de dingue. Et j'ai été pris et j'ai fait cette émission pendant une semaine. On a vu ma tête à la télé C'est à midi cool. sur TF1, quoi. T'as gagné quoi? Ouais. J'ai gagné un peu plus de 20 000 euros. Ah, trop bien! Bien, oui. Donc ça Trop bien. tombait bien. J'avais déjà lancé la start-up, donc ça m'a servi de paye, D'apport? quoi. T'as vu comme quoi le destin, il nous aide des fois? Quand t'as Ouais, besoin, c'est vrai. quand t'as Ouais. besoin, vraiment, le destin, il donne. Mais je te dis, à chaque fois que j'ai ce genre de théorie, dans ma tête, il y a toujours une petite voix qui dit: Ah ouais, et les gens en Afrique, je crois qu'ils n'ont pas besoin. Il est où le destin? Il y a toujours cette voix qui dit cette phrase et qui me ramène. Mais j'ai quand même l'impression que le destin nous aide quand Des on a fois, il y a des coups de besoin. pouce ouais, exactement. Et Exactement. Jean-Luc Reichmann, sympa? Méga cool. Yes, Méga cool. trop bien. Et tu m'as C'est dit très, le casting, c'était une expérience de ouf? bah écoute, première fois que je faisais un casting de jeu, machin, donc on était tous convoqués dans un hôtel. Il y avait 80 personnes qui étaient là présentes pour le casting et Quand même, apparemment des gens qui 80 faisaient personnes. ça. C'est beaucoup. 80 personnes. On était dans une salle où il y avait les 80. On avait un questionnaire à remplir de culture générale chronométré. Ensuite, on devait passer un par un devant tout le monde. Face cam se présenter en 1 minute. Ensuite, ils faisaient une première sélection, enfin, etc. Ça a été différentes étapes comme ça. Et il y avait des gens ah bah toi t'es là, toi ouais j'ai fait le casting là, t'as pas fait le casting d'un autre jeu. Et c'est vraiment un business, un Ah monde à ouais. part Il y a où des gens qui sont t'as les gens pros qui des jeux, quoi. Pros des jeux ouais télé. ils courent les castings quoi. Et moi j'ai une question, donc ils vous font passer des tests pour voir un peu votre niveau de culture générale. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils ne prennent pas les gens trop forts? Je Tu vois, par exemple, s'il y a une note sur 20, ils doivent prendre les gens qui ont 14, 15, mais pas les gens qui ont 18, 19 parce que ils vont être trop forts dans le jeu. je, je pense pas parce qu'il y avait une fille qui a été sélectionnée alors elle avait pas une note de ouf, mais au niveau de sa personnalité, Bah elle donc c'est ce que dégageait je dis. un truc. Ouais. C'est ce que je dis. Ça veut dire Mais je que. pense que je pense qu'ils font un mix. Ils font un mix. Hmm. Je pense. Après, voilà, moi, j'ai eu que l'expérience du casting là, donc je saurais pas te dire. Mais la note du test faisait pas tout. C'était D'accord. comment l'aisance que tu avais devant la caméra, devant les autres à te Oui, oui, présenter, etc. c'est un truc Ouais. global, quoi. Et tu Parce qu'au m'as final, dit. ça reste de la télé, quoi. Ouais, c'est du show. Et tu m'as dit sur Twitter, Ouais. ils se sont lâchés sur mon prénom. Alors, ça a été incroyable. Sérieux? Mais écoute, t'en as qui se faisaient passer pour mes parents en disant oui, on a voulu lui donner un nom de, j'ai plus les termes exacts, mais pour nous, c'est un symbole d'intégration de la culture française et de la culture marocaine, etc. Mais ça a été excellent. Je pense qu'on peut les retrouver sur Twitter si on tape mon prénom, mais je veux dire, je me suis pris des barres en voyant ça, quoi. Ah, c'est cool. J'ai jamais commenté parce que je m'en foutais, quoi. Ouais. Mais c'était incroyable. Incroyable. Je me suis bien marré, quoi. Bon, c'était une bonne expérience au final, quoi. Ah ouais, Tu clairement. reparticiperais à d'autres jeux? Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah Mais oui, ça sert pour moi, partir avec j'y 20 suis 000 allé comme euros. ça.
oui, voilà. Pour une journée de tournage, 20 000 euros, oui, il y a plus dégueu, quoi. Grave. Ok, Rachid Antoine. Bon, bah, je pense qu'on en sait assez sur toi. On passe à quoi de neuf dans nos vies? Ouais. Du coup, moi, ça va. Je vais revendre ma moto. Voilà. Ah, Ouais, parce que j'avais dit dans l'épisode d'avant que je m'étais acheté une moto. Et ouais, je crois que je suis parti sur un truc beaucoup trop vénère pour moi. c'est vrai. Ouais. Pour ceux qui s'y connaissent, je suis parti sur une Panigale 959 que je trouve Ouais. absolument magnifique. Je sais pas si tu t'y Yeah. connais un peu. Oui, j'ai eu une moto et j'ai envie d'en racheter une aussi, tu vois. Ah, trop bien, t'as eu quoi? J'avais une 600 Hornet de chez Honda. Ouais, je me rappelle de ça. Tu sais que ça avait cartonné le 600 Hornet à Mais l'époque. elle était Et magnifique, en orange et tout. Oh là là, je l'ai revendue. ouais, Et c'est trop bien. ouais, ça me démange d'en racheter une, quoi. Mais je t'avais vu en train de monter sur Twitch, en train de la monter en Lego. Ouais, je la monte en Lego. Je me dis d'abord, je la teste en Lego, je vois si elle me plaît. Et après, je la prends en vrai. Et je Ouais, l'ai donc pris. trop hard pour toi, là, c'est ça? Franchement, trop vénère. Je te jure, elle est magnifique, hein. Quand je vois mon garage et que je la vois, je fais waouh, c'est ça la vie. Mais Bah après, oui. le bicylindre, il est trop vénère, trop agressif. Elle veut tout le temps aller vite. Elle fait un bruit de ouf. Des fois, t'es en Ouais. ville, t'as envie d'être tranquille, tu vois. T'es en ville et Tranquille, tout. ouais. Elle est là. Toi, t'es là, calme-toi, calme-toi, on est en ville, il y a du monde qui nous regarde. On reste normal. Je vais aller Ouais. vite. Et c'est assez triste, mais elle est beaucoup trop virile pour moi. J'ai pas assez de testostérone pour cette moto. Sur ce coup-là, j'ai eu les yeux plus gros que la testo, comme on dit. Donc voilà quoi. Et là, je suis un peu triste, mais je vais essayer de faire une autre sportive, mais un peu plus. Un Ouais, mais 4 du coup, cylindres. un 4 cylindres, ouais, t'as déjà un modèle en tête ou pas du tout Franchement, encore? non, on verra. Il n'y a pas grand-chose qui me plaît. C'est con, mais l'esthétique, ça compte pour moi en moto. Oui, je suis Euh, d'accord avec toi aussi. Parce que c'est pas comme une voiture où tu vises l'utile, machin. Là, c'est vraiment, Ouais, tu veux juste kiffer ta life. voilà, Tu la veux moto, avoir l'air stylé, tu veux avoir l'air badass. c'est le plaisir, quoi. C'est autant la conduite que l'extérieur, ça compte, quoi. Et C'est ça. il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Vraiment, la Panigale, je la trouve mais trop, 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 trop belle. Mais Mm. voilà, donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, voilà, il y a une Panigale de dispo, les gars. Toi, tu m'avais dit que tu avais envie de parler en ce moment dans ta vie d'un thème. C'était la confiance en soi. Tu m'as Ouais, dit VS, le doute. c'est ça. C'est-à-dire, Alors, ça va un peu avec ce que je vis actuellement, que ce soit côté perso ou même côté pro, où je me dis, parce que je vois que la société, toi, ça va faire bientôt 5 ans qu'on l'a créée et que c'est des galères tous les jours. Et je me dis, putain, est-ce que j'ai bien fait de me lancer dedans? Parce que quelque part, ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent, puis ça m'a coûté mon couple excuse-moi, aussi, je mais pense aussi en partie. je peux te demander, tu as investi combien dans ce projet? Écoute, bah, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros Ah ouais, entre des prêts, entre l'apport qu'on a mis, oh des putain, prêts qu'on s'est mis sur le dos, ça me ferait donc flipper. et bah tu vois c'est ça. Et je me dis, on est à un point où on se dit putain, est-ce qu'on a bien fait de partir là-dessus. Et du coup mais ça je pense que c'est tous les entrepreneurs. Ouais, Mais peut-être toi aussi, quand tu crées un spectacle, enfin, je veux dire, t'as une période alors, de doute où tu te dis, c'est moins que toi, mais déjà, je pense que ton produit, il est bon et que vraiment, il faut que tu ailles au bout parce que vraiment, tu vas sauver des vies. Donc, faut y aller. Et deuxièmement, j'ai l'impression que tu as un stade où tu peux plus faire demi-tour, quoi qu'il arrive. Tu dois et aller au ouais, bout. ouais, Donc, fonce. Fonce. De toute façon, tu peux pas regretter un projet tant qu'il n'a pas été commercialisé, je veux dire. Il n'y a que l'échec commercial qui peut te faire dire que c'était un échec. Mais là, il n'a pas été commercialisé. Donc, tu peux pas savoir pour le moment si vous avez bien fait ou pas. Tu vois? Et pour moi, il n'y a que le ouais, rejet ouais, du public qui peut te oui, dire que tu t'es trompé. Mais là, comment tu peux savoir que tu t'es trompé? Tu l'as pas mis en vente. Je pense que quand tu le mettras en vente, tu vas commencer à en vendre pas beaucoup. Puis après, tu auras des retours des gens qui vont dire merci, ça m'a aidé. Merci, peut-être un jour on te dira ça a sauvé mon fils, machin. Tu te diras ah ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas pris tous ces risques pour rien. Et mec, tu seras trop bien. Vraiment, c'est déjà avoir un succès commercial, déjà c'est incroyable, c'est gratifiant. Mais avoir un succès commercial d'un produit qui sauve des vies, je trouve ouais, que c'est encore plus stylé, quoi. Tu te dis vraiment, cher à quelque chose sur cette terre. ouais. Mais parce que tu vois, là, là, on a essayé de se frotter un peu du côté du monde des investisseurs, où on est un peu dans la même situation que lorsque t'es jeune diplômé, que tu cherches du boulot, on te dit, bah, vous avez un beau cursus, etc., mais c'est dommage, vous n'avez pas d'expérience.
Et nous, souvent, le truc qu'on se prend dans les dents, c'est « Ah, votre produit est pas mal, mais faites déjà du chiffre d'affaires et revenez nous voir. » Et c'est vraiment la problématique là, parce que au final, moi, mon taf, c'est quoi? C'est de gérer des problèmes. Tous les jours, en gros, c'est ça, c'est juste de régler des problèmes. Et à un moment donné, on va pas se mentir, je veux dire, l'argent, ça va être, c'est ce qui fait tourner la machine. Et si le jour où on n'a plus de cash, bah, ça s'arrête. Et puis, merci, bonsoir, quoi. Avec les dettes qui vont derrière, etc. Ouais. Donc, c'est tout le côté là, je me suis dit, putain, si jamais on se plante, etc. C'est vraiment une phase de remise en question où tu te dis, merde, est-ce qu'on fait bien? C'est normal, je pense que vous traversez ça, mais va au bout. Est-ce que tu me disais sur les investisseurs, on a pareil chez les humoristes, quand les producteurs ils te disent remplis ta salle et après peut-être on va te produire. Et toi tu es là, tu dis mais attends, mais si je remplis ma salle, j'ai pas besoin de producteur en fait. T'as le même truc. Mais ouais, va jusqu'au bout. Moi j'aurais plutôt peur qu'on essaie de me voler mon invention. Ouais, ça, ouais, la peur là on l'a eu au début. Et au final, on se dit, on a regardé un peu ce qu'ils faisaient dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et on a vu qu'aux États-Unis, il y avait un produit un peu équivalent, mais ça on l'a vu après. C'est bon, au départ, nous, on est parti comme des billes en tête. On a fait notre premier proto dans le garage, etc. Avant de faire une étude de marché. Enfin, bref. Donc on a découvert qu'il y avait un produit qui ressemblait un peu aux États-Unis et qui eux fonctionne pas mal. Donc on se dit putain, si ça fonctionne chez eux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Mais il y a toujours le côté, voilà, putain, on se remet en doute, on se remet en question. Et c'est vrai que le côté là, c'est un peu un doute permanent, quoi, parce que je veux dire, on est sur un produit technologique, donc il y a toute la partie, on se questionne sur les technos, etc. Et puis on est dans une situation actuelle où il y a plein d'incertitudes. Et donc il faut qu'on essaye de naviguer. En gros, on navigue à vue dans un milieu qui est incertain. Et ouais, ça fatigue, ça use. Et puis à un moment donné, on se met à douter et puis des fois à perdre confiance en ce qu'on fait, et puis même confiance en soi, quoi. Non, perds pas confiance, courage. Vous allez faire fortune et ton ex, ça va revenir quand tu seras blindé. Donc, et toi, comme tu m'as l'air trop gentil, tu vas tellement l'accepter. Maintenant que j'ai vu ta grosse voiture, je crois que j'ai vraiment des sentiments. Et toi, tu vas dire, ça se voit, elle est sincère. Vroom, vroom, vroom. Et mais courage, vraiment. Et là, c'en est où là, l'étape? Qu'est-ce qui manque à la commercialisation? Alors, tel qu'on est là, nous, c'est vraiment de l'argent pour pouvoir lancer la prod. Parce qu'on a de l'investissement matériel à faire pour lancer la prod, des moules d'injection plastique, etc. Parce que le produit est prêt. Donc là, on est en train de travailler on a travaillé sur une version plus simple du produit qu'on pouvait faire en autoproduction, en impression 3D, etc. On a lancé une campagne de précommande avant la fin d'année. Et on s'est pris des retards de partenaires parce que la situation actuelle, parce que des soucis, des bugs de dernière minute qui sont apparus. Donc, on n'a pas été capable de livrer en janvier. Donc, on a prévenu les gens, on a remboursé certaines personnes qui avaient passé commande. Et donc, du coup, là, on est en train de régler tous ces soucis-là pour essayer de relancer une vague de précommande. Mais c'est chaud à gérer tous les jours, quoi. Ouais, j'imagine. Franchement, courage, lâche pas, et je suis sûr que ça va payer à un moment donné. Tous les grands entrepreneurs sont passés par là. C'est ce que je me dis aussi, mais de qu'il faut. Et puis, je sais pas, il y a peut-être des trucs à faire, des financements participatifs, des trucs, des Kickstarter, ça peut peut-être aussi débloquer la situation, je sais pas. Je sais pas. Donc, ok, mais il faut pas lâcher. Moi, j'ai un autre thème dont je voulais parler. Cette semaine, je me suis demandé c'était quoi mes vies antérieures. Oh. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'étais avant? Qu'est-ce que j'étais? Je sais pas pourquoi, mais je me posais la question. Et je me dis, imagine, je suis déçu. Imagine, on me dit j'étais quelqu'un de méchant ou un truc comme ça, je serais dégoûté. Ou j'étais un insecte. Ah, avant, en fait, t'étais une araignée. Oh non, putain, je déteste ça. Tu passais tes journées à manger des mouches. Et pourquoi tu serais déçu? Parce que si t'étais un insecte et que tu regardes ce que t'es devenu maintenant, tu dis, vache, il y a une vache de progression. Oui, si, c'est sûr, mais t'as toujours envie qu'on te dise t'étais Napoléon. T'as conquis des grandes choses. Ah ouais, c'est pour ça à la maison, c'est toujours moi qui dirige. Parce qu'avant, j'étais Napoléon. Tu t'es jamais posé la question de ce que t'étais avant? Non. Et puis non, après, j'ai peur de tomber aussi dans le même travers que toi, en disant au final, je sais pas. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires, les gens qui nous écoutent, si vous vous êtes posé la question, si vous avez été voir et tout. Je suis sûr qu'il y a 20 personnes à qui on a dit vous étiez Napoléon. J'étais Napoléon. Non, c'est moi Napoléon. Non, c'est moi Napoléon. En plus, en vrai, on peut même pas savoir. À chaque fois, c'est quoi? Tu vas avoir une voyante, elle te dit vous étiez ça.
Ça se trouve elle-même, elle regarde ta personnalité. Elle dirait, tu ressembles à. Ouais, vite fait, t'as un air de quelqu'un. Et... T'as un grand nez, oui, ça se voit, t'es César. T'es César, c'est sûr. Donc voilà, je me posais ça. Bref, on passe à l'actualité. Bon, quand je dis actualité, c'est pas vraiment les grosses actualités. On n'est pas sur la chute du 440, etc. Déjà, toi, je t'avais demandé si tu avais un truc dans l'actu dont tu avais envie de parler. Tu m'as dit un truc, mais qui n'est pas vraiment une actu très très fraîche. Tu m'as dit que tu voulais parler de la vidéo des 10 millions de McFly et Carlito. C'était sur quoi? C'est sur le truc avec le gouvernement, là, sur les masques? Ouais, c'est ça, c'est le pari avec le président, ouais. Et tu m'as dit c'est la force des médias sociaux. C'est vrai qu'il n'est pas très fraîche, mais qui va le redevenir, parce que le jour où ils vont ressortir la vidéo là, ça va forcément ça va faire des vues, ça va cartonner. Alors j'ai rien contre eux, même moi je les regarde, etc. Ils me font bien marrer, mais c'est juste le côté qu'il faut peut-être faire de l'éducation auprès des jeunes, parce que malgré tout, je pense que derrière ça, c'est un peu une belle stratégie de com au niveau du président, et que forcément on va bientôt arriver aux périodes électorales, et que c'est un peu l'effet Guignol avec Chirac. On a toujours dit que c'était Guignol qui avait fait élire Chirac, et que du coup, je pense qu'il faut faire gaffe aux jeunes en les accompagner sur des sujets comme ça, en leur disant que le côté cool qui va ressortir de la vidéo, de la future vidéo où on va faire les jeux des anecdotes, forcément ils vont sortir des trucs plutôt cool et fun, et qu'il faudra faire attention, éduquer les gens en leur disant attention, ce que vous voyez là, c'est de la mise en scène, c'est un coup de com', quoi. C'est pas juste du fit and fun ou des trucs que tu trouves sur YouTube. C'est quelque part il y a quand même un côté politique derrière. Je vois ce que tu veux dire. Ils voient peut-être pas le coup stratégique, les gars, mais bon, ce que tu dis là, c'est le résumé de toute la politique. Hein, je veux dire, si c'est pas chez McFly et Carlito, c'est ailleurs qui va faire de la com. Si c'est pas là, ça sera dans la rue, sur les marchés, en train de faire de la com. Les politiciens, c'est que ça. Ouais, mais regarde, tu vois sur Twitch, Castex était passé chez Samuel Etienne. Ouais. Ça a plutôt bidé, quoi. Ça s'est mal passé. Parce qu'il a pas joué le jeu, etc. Alors qu'il était sur la plateforme Twitch, en disant vraiment pour les jeunes, parce qu'en plus elle est en train de monter, la plateforme là, et ça s'est pas spécialement bien passé. Et là, tu peux être sûr qu'avec Macron, ils vont forcément, ça va être un truc méga cool, quoi, forcément. Il y a toujours un côté un peu pathétique de toute façon quand tu vois des hommes politiques qui vont sur des plateformes jeunes ou qui s'associent avec des jeunes pour récupérer un électorat. Il y a quelque chose d'assez triste là-dedans, tu vois. Même quand tu vois Mélenchon qui se met sur Facebook ou YouTube. T'as un côté. Non, mon gars, c'est pas ta place, quoi. C'est ça. Il y a un côté un peu triste parce que moi, je le vois gros. Tu le vois gros comme une maison. Mais bon, après, c'est aussi leur travail d'aller chercher tous les électeurs, quoi. Donc bon, on ferait pareil à leur place. Peut-être. Et puis finalement, est-ce que c'est pas la même chose que moi aussi, hein, enfin, je crois que je dis ça, mais quand tu me vois moi à 35 ans qui débarque sur Twitch en train de jouer à DBZ, en vrai, c'est un peu la même chose. Même si moi, j'y vais pas pour récupérer des gens. C'est quoi toi ta motivation quand tu te dis tiens, je vais faire des lives sur Twitch? Est-ce que c'est l'ennui? Le fait que tu puisses pas faire jouer en salle, etc. Ou c'est quoi le but de l'animation qui Alors, fait que il y a plusieurs choses. Il y a eu déjà l'envie de tester ce réseau. On va tester parce que tout le monde me dit faut aller sur Twitch, faut y aller et tout. Donc je dis je vais tester parce qu'à la base j'avais pas un a priori plutôt positif. D'accord. On va tester. Au final j'ai vu et c'est vrai que c'est marrant de jouer à la console parce que de toute façon moi je joue à la console à la maison. Donc autant le faire avec d'autres personnes qui te regardent et essayer de taper des barres en même temps. Donc pour moi c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Mais c'est pas dans un but de me faire connaître parce que je sais que c'est pas sur Twitch que je veux percer ou quoi que ce soit. Donc j'ai aucune velléité là-dessus, j'ai pas d'ambition sur Twitch en fait. J'y vais vraiment, c'est que du kiff. Des fois les gens ils me voient tous les soirs pendant une semaine parce qu'on va jouer à Batman et après Batman c'est fini. Du coup je disparais parce que j'ai d'autres trucs à faire, des vidéos, des machins sur YouTube et tout. Et après je reviens. J'ai plus considéré YouTube comme quelque chose de professionnel, d'important que Twitch. Pour moi Twitch ça reste vraiment du kiff. C'est du bon délire, on fait que de la merde, on joue à Batman, on joue à God of War, on dit des conneries, mais je le prends moins sérieusement que YouTube.
plus comme un labo, quoi, en fait. Comme un labo, tu- ouais, c'est de l'éclat, Et, franchement, c'est que du et bonus. tu t'es jamais dit, tiens, pourquoi pas essayer de créer un spectacle, je sais pas si c'est déjà été fait, collaboratif ou un truc où tu peux venir tester sur Twitch, en faire comme si c'était une petite salle et tester ou roder des trucs. Ouais, ben il y en Enfin, a je sais plein pas. qui m'ont proposé de faire ça sur Twitch et tout, mais ça me branche Ouais, pas. ça te branche pas. Ouais, c'est un peu triste, je trouve. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ça mon D'accord. métier. Je préfère. Je vais pas faire du stand-up sur Twitch, franchement. C'est un peu triste. Je te jure, je sais pas, ça me bloque. Non, mais où tu sais, juste pour roder ou tester des vannes, ou si t'es, en espérant la réouverture des salles, etc., pour tester et roder avant, enfin, je sais pas. Parce que Franchement, non. le processus, parce que, en fait, je sais, comment ça se passe le processus créatif pour, tu te dis, tiens, t'as une idée, pour un nouveau spectacle, enfin, est-ce que t'as un Il thème y a plein, général il y ou a c'est, plein d'idées et en fait, moi je les note. ouais, Et en fait, l'envie que j'ai de faire des blagues, etc., eh ben, je vais le faire dans les vidéos YouTube, par exemple. d'accord. Des fois, je dis, ou dans des podcasts. Des fois, je dis des blagues dans des podcasts que je pourrais totalement dire sur scène, tu vois. Sauf Mhm. que sur scène, je vais plus le développer. Ouais, Mais ça peut, par exemple, tu vois, le fait de dire, ah putain, dans ma vie, une vie antérieure, je me demande ce que j'aurais pu être. Ça se trouve, j'étais une araignée et tout. Ça, c'est des trucs que j'aurais pu dire sur scène et j'aurais pu me taper des barres dessus, je l'aurais plus développé. Donc, en fait, ok, toutes les idées que j'ai de faire des blagues, je les mets soit dans les podcasts, soit dans des vidéos YouTube, etc. d'accord. Mais je pense qu'il faut lâcher la forme du stand-up, il faut la lâcher pour le moment parce que pour moi, c'est vraiment associé à la scène. Et s'il n'y a pas ça, Ouais, c'est un peu triste, quoi. Mais mon métier, c'est de faire des blagues et je peux les faire sous d'autres formes en attendant la reprise. mhm. Et Ok. le podcast, pour moi, je m'éclate, tu vois, à faire des blagues avec toi, avec d'autres, sur des Mhm. trucs. Ou là, j'ai fait un truc il y a 2 jours sur les magasins de luxe. Tu vois, j'avais écrit 2, 3 blagues Ouais, sur les boutiques de luxe et tout. J'aurais pu les faire aussi sur scène. Mais non, et au final, je l'ai fait là, sur un face cam sur YouTube. Et ça m'amuse autant. d'accord. Parce que là, du coup, on est d'accord sur YouTube, tu postes ta vidéo et t'as pas à part les commentaires, t'as pas le feedback. À Tandis que part sur les Twitch, commentaires, t'as pas le feedback, ouais. tandis que sur Twitch, t'as quand même le chat qui est en direct et qui peut réagir. Alors Oui, même si c'est pas là. c'est ça, mais comment tu fais pour entendre, tu vois, Ouais, tu t'arrêtes, tu vas lire les chats. Ah ok, ça vous avez bien aimé. ouais, Tu t'arrêtes, tu repars. C'est pas ouais, je même là comprends. le Ouais. podcast, on m'avait dit des fois de le faire. On m'a dit pourquoi tu fais pas un podcast là en live sur Twitch et tout avec les gens qui réagissent. Mais si je lis le chat, je suis pas vraiment dans l'écoute avec toi en fait. Je suis Ouais, pas ouais, vraiment concentré sur ce que tu me dis. Je peux pas vraiment réagir sur ce que tu me dis. Surtout que j'ai déjà mes notes. Ça fait mes notes plus ce que tu me dis plus le chat. ouais. Je trouve Ouais, que ça peut ça être perd compliqué à gérer, quoi. de la concentration. Et puis c'est juste un parti pris. Je dis pas que j'ai raison, mais juste moi, ça me branchait Ouais, bien pas. sûr, ouais. Je pense qu'il y en a d'autres qui le font et c'est cool. Moi, c'était pas mon délire de faire ça. D'accord. Ok. Je reviens sur l'actu. Moi, j'avais noté des trucs qui s'étaient passés. Je sais pas si tu as suivi le racisme avec Pépita sur Ouais, l'émission Pyramide. ouais. Donc, en gros, je résume pour ceux qui nous écoutent. Il y a TMC, donc c'est pas quotidien, c'est Canap 95, donc une émission sur TMC, qui avait ressorti des images de pyramides de l'époque. Et en gros, Pépita, qui était la co-animatrice, qui était la Renoir. Mais je sais pas si vraiment elle était co-animatrice. De mémoire, je crois qu'elle venait, elle remettait les Non, cadeaux aux ouais, gagnants. c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et elle se faisait un peu chambrer, ils se vannaient un peu avec le présentateur. Et donc, ils ont ressorti des images où on voyait qu'elle se prenait vraiment des remarques méga racistes, notamment la séquence où il lui montre une carte postale avec un D'accord. singe et lui dit ah, regardez, c'est toi, Pépita, et tout, etc. Et c'était assez violent, ça avait fait un gros bad buzz. Et Mais elle a réagi après, non? donc c'est ça, elle va dans TPMP, elle réagit et elle a surprise générale. Elle dit c'était pas du tout raciste, j'ai pas subi du racisme et elle est vénère contre Quotidien, Ouais. contre leur équipe en disant ouais vous m'avez sali, j'ai jamais subi ça, vous avez tronqué la séquence. Si vous mettez la séquence en entier, on voit que je leur réponds, etc. Patati patata. Déjà toi, Rachid Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé de ce truc-là? C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Euh, j'ai envie. J'ai suivi un peu de loin, mais c'est vrai qu'on était quoi? C'était dans les années 95, c'était il y a 20 ans, un peu moins. C'était peut-être un délire différent. Et après, alors certes, quand tu le vois avec les mentalités ont tellement évolué, tellement changé, que ça devient difficile de pouvoir justifier cette séquence-là. Ouais. Qui à l'époque, en 95, je veux dire, j'ai pas le souvenir que ça avait fait, Non. ça avait fait réagir, etc. Et là, on a un truc qui est ressorti de ce contexte de l'émission, et puis en plus du contexte de l'ambiance générale et de la mentalité générale qu'il y avait avant, et que de le reparler
de ça avec les yeux et la mentalité d'aujourd'hui, c'est compliqué et forcément ça paraît aberrant et ça paraît totalement déconnecté et incroyable d'avoir dit ça. Et j'ai vu qu'il y en a des mêmes qui lui disaient, elle réagit en tant que, entre guillemets, en tant que bonne noire. Enfin, je sais même pas c'est quoi ce terme-là. Où vous parlez de syndrome de Stockholm, etc. Je veux dire, maintenant, il faut l'entendre elle aussi lorsqu'elle se justifie en disant, ça, c'est pas du racisme, parce qu'apparemment la carte, c'était même elle qui l'aurait sélectionnée avant l'émission. Ils en avaient rigolé en off. C'est compliqué. Elle dit que c'était pas du racisme, qu'ils l'ont toujours très bien traité, etc. Et qu'elle s'entendait toujours très très bien avec les équipes. Moi, je l'entends. Mais je pense que ça reste du racisme quand même. Ça veut dire qu'une agression, même si tu peux ne pas l'avoir vécu sur le moment comme une agression et l'avoir vécu très bien, de l'extérieur, en vrai, ça reste une agression. Ça reste raciste quoi qu'il arrive, même si elle dit qu'elle l'a bien pris. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'était, dans son point de vue à elle, comment expliquer ? J'avais l'impression qu'elle mettait son ego avant la cause. Quand dans ses déclarations, c'était moi, vous m'avez sali, etc. Comment vous avez pu dire ça ? Vous avez tronqué la séquence. Si on regarde la séquence en entier, on voit que je lui réponds, je lui fais une petite vanne, etc. Machin. Moi, vous m'avez humilié, moi, je. Donc, elle est plus sur sa défense de elle, son image. Elle est plus intéressée par ça. L'image qu'on a pu la faire passer pour une femme faible, on a pu la faire passer pour une femme victime de racisme et qui n'a pas osé l'ouvrir à un moment donné. Donc elle est plus sur son ego elle que sur la cause qui est qu'à l'époque vraiment c'était raciste quoi qu'il arrive. Et ça c'est ça qui m'a plus choqué. Je pense qu'elle aurait dû dire plutôt un truc du genre oui c'était raciste mais malgré tout ils m'ont quand même bien traité etc. machin et puis c'était une autre époque etc. Que ce côté agressif, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça, mais la vérité, c'est que ça l'est, en fait. Et j'ai l'impression que son ego fait qu'elle ne veut pas accepter, elle n'entend pas le fait qu'elle a laissé passer des choses qu'elle aurait peut-être pas dû laisser passer, et elle veut peut-être pas se l'avouer. Peut-être aussi, ouais. Et peut-être que ça aurait été aussi un bon move, du coup, d'aller sur... Alors, effectivement, c'était pas l'émission Quotidien, mais au moins de répondre en direct chez Quotidien, en y allant en personne, pour essayer de parler, d'en discuter, de faire un... d'essayer de faire avancer le sujet, mais ouais c'est vrai c'est compliqué mais quand tu rigoles sur une carte postale où il y a un gorille, enfin je veux dire c'est raciste et l'autre il te dit c'est ça quand tu manges des bananes, tu peux pas ne dire que ce n'est pas raciste, ça l'est quoi qu'il arrive, ça l'est. Et elle est focus sur elle-même et tout, et TPMP je les adore hein, franchement ils me font trop rire, mais qui sont d'une mauvaise foi envers Quotidien, qui est abusé. C'est-à-dire que dès que c'est Quotidien, comment ça ? Oui, ils ont tronqué la séquence, mais bien évidemment, c'est un montage fallacieux pour vous salir, mais bien évidemment, Pépita. Mais oui, vous avez raison de ne pas être content envers eux. D'accord. Après, ils ont toujours le même argument, mais si ça avait été nous qui avons fait ça, mais on nous serait tombé dessus. Mais oui, mais quand c'est Quotidien, non. Ah, ils abusent, ils me font trop rire, eux, je te jure. Ouais, après, ils sont toujours en guerre, la guerre entre les deux, quoi. Ouais, donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et après, dans le même délire, Pierre Ménès. Alors ça, j'ai pas du tout. Ouais, j'ai vu qu'il s'était fait virer de Canal, mais alors là, du coup, pour le coup, j'ai pas du tout suivi du tout. Je te fais un grand récap. T'es tombé sur la bonne personne. Allez, vas-y, je suis prêt. Il y a une journaliste sportive, femme de Canal+, qui fait un docu qui s'appelle « Je suis pas une salope, je suis journaliste », je crois. Et dans ce docu, elle dénonce toutes les agressions sexistes qu'il y a dans ce milieu. Et notamment Pierre Ménès, qui a fait plein de dingueries sur des plateaux. Il a attrapé des femmes pour les embrasser. Il a fait ça à plusieurs reprises. Et elle le prend en interview. Et elle le confronte un peu à tout ça. Ouais. Canal+ censure le document. Il demande à ce que la partie de Pierre Ménès ne soit pas diffusée. Parce que c'est un de leurs journalistes phares, etc. Ils veulent le protéger. Donc ça fait un buzz, on dit ouais pourquoi Canal+ veut le protéger, etc. Machin. TPMP, qui n'est pas avare qui veut faire du buzz, dit bah nous on va diffuser la séquence et on va recevoir Pierre Ménès. TPMP diffuse la séquence et tu vois la séquence elle est gueudin. Elle lui dit voilà, des fois tu as eu des attitudes un peu abusées. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je pense qu'on a tous déjà eu dans notre vie des attitudes un peu abusées. Moi ça m'est déjà arrivé qu'on me confronte aussi, bah je ne m'étais pas rendu compte, je suis désolé. Voilà, il faut prendre conscience des fois que tu as été maladroit. Quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et lui, il dit voilà, tu m'as soulevé ma jupe une fois devant tout le monde, ça m'a vraiment gêné et tout. Et lui, il dit c'est mon côté rebelle, premièrement. D'abord, il ne s'en rappelle pas. Après, il dit c'est mon côté rebelle. On lui dit si c'était à refaire, est-ce que tu l'aurais refait ? Il dit oui. Et après, il dit oui, mais c'est ma personnalité, il faut m'accepter comme je suis.
pire défense de la Terre. Oh oui, non, on est d'accord. Il va dans TPMP, il se fait fumer, et il dit voilà. Et là, il a encore une pire défense. Il dit non, mais c'est parce que c'est avec MeToo. Aujourd'hui, on peut plus rien dire. Donc, à cause de MeToo, mais non. On peut plus rien dire. Oh, mais lui, mon gars, il s'est fait déglinguer. Et donc, du coup, là, il s'est fait encore plus fumer. Et je crois que Canal+ l'ont un peu écarté de. D'accord. Ouais, justement, côté rebelle, je soulève des jupes des filles. Non, mon gars. Quel rebelle. Putain, t'es un rebelle. Non, t'es pas rebelle. Tu fais ça quand t'as 6 ans à l'école maternelle et encore. Tu te fais engueuler par tu te fais engueuler par les maîtresses, etc. Parce que on les apprend aux gamins de ne pas faire ça. Je veux dire, ça reste. C'est pas à faire. C'est mon côté rebelle. Je soulève les jupes des filles. Et si ça à refaire, je referai. Ouais, non, mon gars. Enfin. Après, il y a aussi le moment où il a attrapé une fille sur le plateau. Il lui fait genre qu'il va lui faire un petit bisou, puis il lui fait un grand smack. Il lui dit ouais, non, c'était un pari qu'on avait dans les loges. Et après, la fille a dit mais il n'y a pas du tout de pari. Oh, putain, il y avait ce truc-là. Et putain, je sais plus ce que je voulais dire. C'est mon côté rebelle. Merde, j'ai zappé. Oui, à un moment donné aussi, il faisait beaucoup de remarques sexistes aux meufs. Genre ouais, regarde elle avec sa dégaine de salope et tout. Oh putain. Il parle comme as. Regarde, elle a mis ses talons de salope et tout. Souvent, les mecs qui parlent comme ça à des meufs, moi j'en ai vu plein dans ma vie. C'est jamais les plus beaux. Enfin, je veux dire, c'est toujours les gars les plus dégueulasses qui parlent mal des meufs. Regarde elle, comment elle est dégueulasse. J'ai déjà vu ça aussi, ouais. Une fois, il y avait un gars, je sais pas qui c'est, mais un patron de Comedy Club, il parle trop mal d'une meuf, il dit regarde elle, comment elle est dégueulasse et tout. Et je sais pas, par réflexe, je lui dis mais excuse-moi, toi tu crois que t'es beau gosse? Et là tout le monde s'est arrêté et genre ouais, qu'est-ce que t'as dit, tu vois? Mais ça m'a tellement. Comment ce gars-là, il peut dire ouais, regarde elle est grosse alors que lui-même il était un peu gros? Comment il a pu dire ça? Bah, peut-être justement qu'il se sent. Chez lui, il a identifié ce complexe-là, etc. Ouais. Et du coup, le fait de dénigrer quelqu'un, tu sais, ça le soulage ou ça le. Non, je pense que c'est ce qu'il aime pas chez lui. Il le voit chez les autres. Et du coup, ça le dégoûte. Ouais, voilà. Il se voit lui-même, en fait, en voyant l'autre, j'ai l'impression. Il voit son défaut. Lui, il aime pas son obésité, peut-être, ou son embonpoint. Et il le voit chez l'autre, faire comment elle est grosse, ça me dégoûte et tout. En fait, c'est toi-même qui te dégoûte finalement. Et lui-même, mais au lieu de se le prendre pour lui, de travailler personnellement, il balance ça aux autres. Ouais. Comment des gens comme ça, pareil, Pierre Ménès, comment il peut juger autant le physique des autres? Au contraire, il devrait être tolérant parce qu'il espère de la tolérance envers lui-même. Ouais. Ça m'a un peu choqué. Ouais. On enchaîne avec le meilleur ou pire moment de la semaine. Toi, tu m'as dit cette semaine, donc c'était ton pire moment, je crois. Cette semaine, tu m'as dit mon grand a perdu une molaire. Ouais. Et quand il perd ses dents, c'est une galère parce qu'il a peur et tout, il pleure et il en fait des cauchemars. Donc déjà carrément le mec il rêve, c'est un cauchemar pour lui de perdre ses dents. Ah, c'est une catastrophe. Hein. Et tu m'as dit quand j'allais lui enlever sa dent qui tenait à peine, il avait peur et tout, et sa petite sœur lui a pris la main pour le réconforter et ça t'a touché. Ouais, ça a été mon meilleur. Ouais, clairement, ça a été mon meilleur. Mais voilà, moi, je suis très papa. Ça a été ton meilleur moment pour toi, mais le pire pour ton fils qui lui battait. Ouais. Mais parce que lui, c'est une galère à chaque fois qu'il perd. Elle tenait plus du tout. Hein. Il se brossait les dents. Il fait papa, je saigne de la bouche. J'ai regardé, je fais ta dent elle est. Non, mais excuse-moi, mais Rachid, est-ce que il faudrait pas attendre que la dent tombe d'elle-même? Je veux dire, c'est pas à toi d'arracher la dent. Moi, je ferais des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie si je vois mon daron qui me court après pour m'arracher les dents. Mais non, mais j'ai pas dit arracher, je lui enlève. Ramène ta dent. Dire le truc. Viens là. Mais, écoute, il y avait la dent, elle était totalement décollée, limite elle tombait. Tu sais, j'ai juste pincé là, je lui ai pris la dent entre mes doigts et juste lui, il a ouvert un peu plus la bouche. Laisse-la tomber toute seule. Elle est venue. Ben non, il a failli l'avaler, etc. Enfin bref, c'est toujours une galère. Et là, il était en pleurs. Et là, sa petite sœur de 7 ans, lui, il a eu 11 ans. Il a eu 11 ans hier. Sa petite sœur de 7 ans est venue lui prendre. Ouais, c'était vraiment. Ça m'a vraiment touché, ému. Elle est venue lui prendre la main en lui disant ça va aller. Et lui lui a répondu merci, machin. Et la dent, elle est venue toute seule. Et ce moment-là, ouais, tu vois, ça m'a touché. Ça m'a touché. Je me suis dit putain, c'est quelque part, on a réussi un peu notre éducation, de leur faire passer de l'empathie, la compassion, etc. Tu vois. Ils s'entendent bien les deux. Ouais, comme des frangins, quoi. Mais globalement, oui. Mais ça a été mon meilleur moment de la semaine, c'était ça, quoi. Clairement. Moi, je crois que j'ai pas de meilleur moment de la semaine pour WAM. Je passé une semaine plutôt banale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, je suis remonté sur scène, mais je peux pas trop en parler parce que c'était pour un tournage, mais je j'apparaîtrai pas dedans. C'était juste, il y avait un tournage et il y avait une scène de stand-up et
Et du coup, je me suis dit, vas-y, je peux monter juste pour le kiff, quoi, pour voir quel effet ça fait et tout, de remonter et tout. Alors, tu savais encore monter sur scène? Écoute, ouais, j'ai super bien marché. Et ça m'a fait trop plaisir. Cool. Ça m'a rassuré et tout. Et le régisseur, il m'a dit, putain, c'était fluide et tout. On dirait que tu t'étais jamais arrêté. T'as jamais arrêté. Et j'avais fait que des nouveaux trucs, en fait. Je voulais pas faire de l'ancien parce que je me dis, putain, c'est un peu la honte si après 1 an de confinement, tu refais encore les mêmes choses et tout. Donc j'avais écrit un peu de la merde la veille et tout. J'avais travaillé 2-3 trucs. D'accord. Et du coup, ça s'est super bien passé et ça m'a trop fait plaisir. D'accord. Donc, tu n'avais pas perdu de dire que la confiance, etc. T'étais serein ou quand même appréhendé Non, j'étais beaucoup stressé parce que ça faisait longtemps et en plus, c'était que des nouveaux trucs que j'avais jamais fait. D'accord. Et au final, ouais, ça se perd pas parce que c'est ce que t'es. Tu fais ça depuis des années, tu fais ça depuis 10 piges. Et puis, l'écriture des podcasts, l'écriture des vidéos YouTube et tout, ça reste mon écriture. Donc, c'est pas loin de ce que je fais en stand-up en vrai, tu vois, cette écriture-là. Donc, du coup, tu perds pas dans l'écriture vu que tu t'écris tout le temps des trucs. Sauf que tu le dis sous une autre forme, sous forme de podcast, etc. Mais moi, j'ai un peu tout fusionné maintenant. Donc, même là, dans les podcasts, je parle comme si je parlerais en stand-up. Même sur scène, je parle comme dans la vie de tous les jours. Tout est un peu pareil. Et ça m'a vraiment fait du bien, en fait, de voir des gens taper des barres et tout, de parler avec eux. Ça m'a fait... je m'attendais pas à ça. De revoir des potes humoristes, de se vanner, de voir des potes dire des blagues super drôles et tout. Ça m'a... Ouais, il y en a, ils m'ont vraiment fait rire et tout. C'était vraiment, vraiment cool, quoi. Ça m'a vraiment fait... Et puis ça te fait gagner en confiance aussi quand l'autre te dit putain, c'était fluide, on a l'impression que t'as pas arrêté et tout. Ça m'a fait du bien, ça m'a soulagé. Regonfler la bloc, quoi. Ouais, ça m'a trop fait du bien. Comment j'ai pu oublier ça? Oui, franchement. Qu'est-ce qu'on a? Petit détail relou. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un petit détail relou en ce moment qui te fait chier ou un truc qui t'énerve? Et tu m'as dit le fait que pour la 2e fois, mon gamin ne puisse pas faire son anniversaire avec ses copains à cause du confinement. Ouais. Ça t'a fait chier. Ouais, ça m'a fait chier parce que lui, il est du début avril. Donc déjà l'année dernière, on était en plein confinement, donc on n'a pas pu le faire. Là, cette année, on avait prévu de faire venir un mec pour lui faire un escape game réel, c'est dans le jardin, etc. Putain, et bah avec une dizaine de copains, etc. Bah c'est raté pour la 2e fois. Puis quand on lui a dit voilà, on pourra pas le faire, c'est annulé, on va essayer de faire différemment. Ça, il s'est mis à pleurer, quoi, parce que ça le faisait chier et qu'on puisse pas le faire. Et ça a été le moment. Toi, ça fait chier, quoi. Ton gamin, il a pas fait ses 10 ans, là, il fait pas ses 11 ans avec ses potes. Merde, quoi. Ça fait chier. Mais bon. T'es trop un bon papa, putain. Forcément. Je sais pas si je suis un bon papa, mais ça reste ma priorité. Donc, tu vois, si j'essaye de faire le. Toi, quand t'étais petit, tu fêtais ton anniversaire avec tes potes? Avec mes potes, je déteste faire mes anniversaires. Écoute, je fête pas mes moi, c'est pareil. Donc c'est pour ça, en fait. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de fête, pas de machin. Il y avait une tarte tatin avec ma mère et c'était d'une tristesse. Donc, mais c'est pareil. Moi, je veux dire, quand j'ai fait mes anniversaires chez ma famille, mon père, il avait encore de la famille au Maroc. Donc, en général, durant l'hiver, il partait au Maroc. Et donc, forcément, moi, je suis du mois de janvier. Donc, on faisait pas je n'ai jamais fait l'anniversaire avec mon père. Donc, c'est ma mère, elle faisait un gâteau avec mes frangins, etc. Mais sans plus, quoi. Et même avec mes potes, même quand j'étais ado, les fêtes au collège, etc., on s'arrangeait pour faire une fête commune, mais c'était pas mon anniversaire, quoi. Et je déteste ça. Et le jour de mes 30 ans, vous faisiez une fête et vous dites c'est l'anniversaire de tout le monde? Ouais, parce qu'il y en avait un moi je suis du 19 janvier, il y en a un qui est du 27, il y en a un qui est du 1er février. Et donc en gros, pendant les vacances de février, on faisait une grosse chouille, c'était l'anniversaire de tout le monde. Ok. Mais moi, le jour de mes 30 ans, mon gars, j'ai pleuré. Ah ouais? J'ai pleuré. Dans ma tête, je suis bloqué à 25. C'est vrai. Tu sais que moi, j'ai 35 et là, je vais avoir 36. Et 36, ça fait un truc. Je te jure, Attends, 39, quand je me dis l'année prochaine, j'arrive à 40. Ouais, je comprends que ça fasse un truc. Mais je crois que c'est ça qui m'a fait le déclic qui fait que je me suis inscrit au Kung Fu. Je me dis, je vais avoir aucun regret, je veux tout faire dans ma vie. Mais ça, c'est fort. Ce que tu viens de faire, t'inscrire au Kung Fu, c'est fort. Parce que moi, je fais du handball. Et des fois, je vois des mecs qui arrivent à 28 ans, 30 piges, faire du hand, venir au club pour faire du hand pour la première fois de leur vie. Et je me dis, mais moi, je serais incapable d'aller m'inscrire à un nouveau cours, surtout à un nouveau sport, surtout un sport collectif, où j'en ai jamais fait, où je sais que forcément t'es pas bon, etc. Et les mecs-là, je suis vachement impressionné par leur force, parce que je veux dire, pas évident, quoi. Moi, je me sens incapable de faire ça, quoi. Bah ouais, mais mieux vaut le tenter que d'avoir des regrets, hein. Effectivement. Et puis, qu'est-ce qui te bloquerait, toi? Pourquoi tu ferais pas ça? C'est quoi, le regard des autres?
Ouais, c'est un peu le côté. Et puis même, je le sais fait que je suis d'être pas nul. bon et que. Mais à un moment Ouais, donné, c'est aussi un travail de confiance en soi, de se dire, moi je suis pas le roi de la confiance en soi, mais bah ouais, j'ai 35 ans, je vais être nul. Et alors, qui a pas été nul? Qui a pas déjà non, débuté? Est-ce que toi, t'es déjà arrivé au hand, t'étais déjà fort? Tu vois, je veux dire, ouais, non, mais oui, c'est fini ouais, ce j'entends. genre de faiblesse du collège. Je veux dire, un mec, même si moi, si j'attaque le hand demain et qu'un gars qui fait du hand depuis longtemps, qu'à mon âge, il me dit, ah, t'es nul et tout. Franchement, non seulement ça me blesserait pas, mais je crois que je le regarderais avec un mépris. Genre, mais t'es un ouf, toi. À ton âge, t'es en train de te vanter parce que t'es fort au hand et que moi je suis nul alors que c'est mon premier jour. Sérieusement? Je crois que je le détruirais du Non, mais bien regard, sûr, quoi. t'as raison. Mais t'as raison. Mais en plus, généralement, les gens, les gars, tu l'intègres tout de suite. Je veux dire, on les intègre vachement bien. Mais c'est juste le fait de se dire, d'avoir le. Tu sais, c'est le fait d'oser. Voilà, on en revient sur le côté oser, d'oser Mais faire un de truc. toute façon, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Je veux Et dire, il on n'y est a rien d'accord, à je suis d'accord perdre. avec toi. Il n'y a Y a aucun rien à risque. perdre. Mais ouais. Moi, je Rien à sais que je suis perdre. une brêle au foot. Je sais pas jouer au foot. Je me vois pas demain m'inscrire au club de foot en disant, allez les gars, j'arrive. Je sais pas. Franchement, t'y Tu vois? vas, tu dis je suis nul. Après, en petite parenthèse, je me suis pas inscrit dans un club privé, j'ai pris un prof perso Ouais, que d'accord. j'ai rencontré et tout. Et c'est un gars qui est parti 6 ans en Chine pour faire que ça. D'accord. Et là, il est revenu et tout. Et, franchement, il est trop bon délire. Je sais pas, moi, je me base beaucoup au feeling pour. Même quand je choisis les gens, les podcasts et tout, je me suis basé au feeling sur un site. Oui, Et écoute, pour le moment, je suis trop content. Donc, on verra si je d'accord. continue ou pas. Mais ça me fait vraiment du bien, quoi, de sortir de chez moi, d'être un peu dehors dans un parc et tout, de tester des trucs. Ok. Ah, ça m'a trop fait d'apprendre des nouvelles choses. Et ça fait du bien aussi au cerveau de Ouais, sortir un j'imagine, petit ouais. peu, d'apprendre des nouveaux trucs. On Ouais. verra bien. Il y a ça et il y a l'harmonica aussi, j'aimerais bien apprendre. Ah, Mais là, ouais. ça fait beaucoup de nouveaux trucs. Mais l'harmonica, je trouve que c'est un instrument qui est assez cool. Tu mets dans ta poche, tu le sors et Oui. tu te feras de la musique. Je trouve ça trop cool. Même le geste, mettre devant sa bouche et tout. Je me Ouais, verrais trop avec ma moto, je me pose dans un c'est endroit, ça. je sors mon harmonica. Coucher de soleil derrière, Oh là là. derrière, bord de Mais côte, tu sais et tu que, sors l'harmonique. en fait, je réalise que je fais ma vie en fonction comme des scènes de film, en fait. Dans ma tête, Ouais, j'ai un film de ma vie et j'essaye de faire les scènes que j'imagine. Tu vois? J'ai ouais. l'impression que des fois, je le fais plus pour la beauté de la scène que pour le plaisir de faire de l'harmonica. Juste pour me dire, à un moment donné, j'étais près de ma moto sur un coucher de soleil en train de jouer de l'harmonica. Rien que de me dire que cette image-là, elle a existé, que je l'ai faite, ça me fait Ça, c'est bon. ça me fait kiffer. De me dire que, tu vois, à l'époque où je prenais le train, j'aurais trop kiffé être posé, attendre le train en jouant de l'harmonica. Un Dans un genre coin et d'harmonie. tout, avec une Bien capuche. sûr. Tu vois, c'est-à-dire que dans ma tête, j'ai les images visuelles et je veux juste les réaliser, ces images-là. Je les trouve cool. C'est clair. Ah putain. C'est clair. Moi, petit détail relou, il m'est arrivé un truc, c'est que, le détail de merde, t'as 3 heures du mat, t'es sur ton ordi, tu travailles, Ouais. et dans ton bureau, et il y a l'ampoule qui se met à déconner, et Ah, qui se met à putain. faire zzz, zzz, Zut, et, zut. qui s'éteint, qui se rallume, tu vois. Et sur le coup, déjà, premièrement, je me dis, est-ce que l'ampoule, elle déconne, ou est-ce que c'est moi qui ai cligné des yeux sans m'en rendre compte? Tu te dis, mais c'est chelou. Après, elle se remet à déconner, et là, ça te met une ambiance badante. Genre, mais vraiment, tu te dis, waouh, il y a l'impression qu'il y a un fantôme qui arrive, Il y a l'ampoule, fantôme. elle s'éteint, elle s'allume et tout. Et vraiment, ça m'a fait flipper. Du coup, je me suis levé, j'ai éteint la lumière, et j'ai rallumé une autre petite à côté, qui marchait bien. Ouais. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est un gars dans l'au-delà Qui, qui essaye de me faire un signe, tu vois, du morse qui ou veut te un truc, parler, ouais. et il se dit, oh, le con, il a éteint la lumière. Ouais. Putain. Mais, mais tu crois ça, à l'au-delà? Non, mais j'ai vu Stranger Things. Ah, Et dans ça, Stranger j'ai pas Things, vu, moi. il y a quelqu'un qui est dans le monde de l'au-delà et il parle avec sa mère. Il parle avec sa mère en activant les lumières et tout, en faisant du morse. Et du coup, ça m'a fait penser à D'accord. ça. Mais si ça se trouve, il y a un gars, il attendait juste qu'il y ait une ampoule qui déconne un peu pour parler avec WAM. Et il se dit, oh non, il l'a éteint. Du coup, voilà, j'ai changé. Petit détail relou. On passe à la recommandation du héros. Est-ce que tu as un film ou un livre, etc. Donc, je t'avais demandé que tu pouvais recommander aux gens qui nous Ouais, suivent. Et tu m'as recommandé un livre. ouais, Alors, tu m'as recommandé L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy. tout à fait, ouais. Et tu m'as recommandé un podcast, 2 heures de perdu. Alors, L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy. Est-ce que Ouais. tu peux Alors, m'en parler? c'est un roman, c'est l'histoire d'un homme marié qui avait un rêve d'enfant qui était d'être photographe, mais la vie a fait qu'il n'a pas pu réaliser son rêve. Et au final, il est devenu. Bon, il a une bête de situation, il est Tu vois, on en parlait, avocat. hein. On en parlait entre parenthèses. De Ouais, réaliser ces trucs, de faire les trucs qu'on a envie dans la vie. c'est ça. Et en fait, il est au final, la réalité l'a rattrapé. Il est devenu associé dans un grand cabinet d'avocats et il s'est marié avec son amour de jeunesse.
Et le couple va mal, il apprend que sa femme le trompe avec son voisin qui est lui-même photographe, chose que lui, il n'a pas réussi à accomplir. Et quand il découvre ça, il va s'expliquer avec le voisin, il le bute, et après, il décide de quitter et de se faire passer pour son voisin, partir de l'autre côté des États-Unis et revivre une nouvelle vie en étant photographe. Et sauf que son passé va le rattraper. Et c'est vachement bien. C'est un roman, on est d'accord? C'est un roman et je crois qu'il existe en film avec Romain Duris. Le film, je l'ai pas vu. Là, j'attends de terminer le bouquin pour pouvoir voir le film. D'accord, ok. Mais vachement bien. Ouais, ça a l'air dingue ce que tu me dis. Ouais. Et podcast, tu m'as dit cinéma, 2 heures de perdu. Ouais, et le podcast, donc 2 heures de perdu, c'est un podcast qui traite de cinéma, mais avec beaucoup de de second degré, d'autodérision, et il parle de films soit des années 90, des années 2000, etc., avec une bande de copains entre guillemets, et c'est vachement bien, côté humoristique et avec beaucoup d'ironie et de second degré. Ok. De mon côté, Netflix, il y a I Care a Lot, un film. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas Netflix. T'as pas Netflix. Eh ben, I Care a Lot, c'est en gros une meuf qui arnaque des vieux. D'accord. Et elle-même, donc c'est un peu la méchante, et elle-même, elle tombe sur un autre plus gros méchant qu'elle. Et le film est plutôt bien fait, plutôt bien joué, donc c'est un bon film que je recommande, avec des bons rebondissements. Mais le seul truc moi qui me bloque dans ce genre de film, c'est quand il n'y a pas vraiment de gentil, quoi. C'est un méchant contre un très gros méchant. D'accord. Et en fait, les deux, j'ai pas envie qu'ils gagnent. Tu vois ? Et t'as pas le petit méchant qui devient gentil ou un... Non. Non. Franchement, non. Enfin, on prend de la compassion avec le petit méchant, effectivement. On essaie de nous faire passer un peu de son côté, mais après, peut-être c'est moi qui suis trop catégorique. Mais moi, comme je sais qu'il est un peu méchant, pour moi, il reste méchant. D'accord. Mais il y a beaucoup ça en ce moment, j'ai l'impression, de séries ou de films, surtout sur les plateformes, où c'est les méchants qui deviennent le héros, quoi. Ouais. Non, où il n'y a plus le côté... Enfin, j'ai l'impression... Alors, j'ai pas Netflix, mais moi, j'ai sur Amazon Prime, toi, la série The Boys, où J'adore les The Boys. super-héros... Les super-héros, c'est des méchants, au final. Mais les super-héros, c'est les méchants, effectivement, mais t'as le groupe des The Boys qui sont les gentils. Ouais, c'est vrai. On peut identifier les gentils. Dans le film que je te parle, c'est un méchant contre un autre méchant. Mais tu vois, si tu prends Breaking Bad, par exemple, moi, c'est une de mes séries préférées, Breaking Bad, ben, le héros, il devient méchant, au final, mais t'as quand même son acolyte qui est un gentil. T'as des personnages gentils auxquels tu peux t'identifier. Ouais, il est gentil parce qu'il est plus fragile psychologiquement et puis du coup, il se fait dominer, quoi. Oui, et puis il a un bon fond, finalement. Il se fait juste manipuler par tout le monde, quoi. Et puis autour de ça, t'as d'autres personnages plus sympas, tu vois. Mais donc voilà. Et sinon, j'ai vu une autre série qui était ouf. C'était une série française. Franchement, il y a de plus en plus de séries françaises qui cartonnent et ça, je suis trop fier. Parce qu'avant, de ma génération, il y avait vraiment que les séries américaines et les séries françaises, c'était de la merde. Et là, il y a la série 10%. Et il y a Caïd que j'ai vu sur Netflix. J'ai trop kiffé. C'est une série qui se passe dans une cité. Et c'est vraiment, c'est trop bien fait, quoi. C'est trop cool. Ça va à 100 à l'heure, ça va à fond. Et j'ai trop kiffé cette série. C'est des épisodes de 10 minutes. Ça, j'ai pas compris, les gars, faut vous m'expliquer. 10 minutes ? Ouais, franchement, faites un film. Venez, on colle tout bout à bout, on fait un film. Mais là, s'arrêter toutes les 10 minutes et me mettre un écran noir. Mais c'est super bien joué. Et j'ai kiffé. Franchement, bête de série, super réaliste et tout. Ouais, puis c'est vachement rythmé parce que si en 10 minutes, tu dois faire tenir une histoire. Méga rythmé. Ça se passe en fait, en gros, c'est quoi ? C'est une équipe de tournage, donc ils sont 2 gars. Ils doivent aller tourner. Ils sont envoyés par une boîte de prod de musique pour aller tourner le clip d'un rappeur d'une grande cité. Et en fait, le rappeur, il sort de prison et c'est un gros caïd d'un gros réseau. Et ils vont passer, je sais pas, une semaine avec lui non-stop. Et en fait, ils n'auront pas trop le choix, quoi. Ils n'ont pas le droit de partir. Ils sont obligés de rester avec lui. Ils les séquestrent un peu. D'accord. Et du coup, il filme son quotidien et tout du gars. Et... Trop bien. C'est trop bien. D'accord. Et on arrive à la fin de ce podcast. On finit, comme d'habitude, avec le mot du héros. Je t'ai demandé, est-ce que tu as une phrase, un dicton, un slogan que tu pourrais donner aux gens qui te parlent ? Et tu m'as dit, la vie est déjà suffisamment compliquée, alors essaye de te la rendre simple. J'aime beaucoup. C'est ça. C'est parce que c'est vrai, c'est tellement compliqué, tu as tellement de
de contraintes, de deadlines, de trucs à gérer, que dès que tu peux faire simple, essayer de te rendre simple les choses, bah fais-le. Mais c'est valable pour tout, aussi bien perso que pro. Essayer d'anticiper un max, ou essayer de laisser couler, ou tout simplement laisser couler des choses sur lesquelles je serais peut-être revenu, et là laisser couler parce qu'au final on s'en fout et ça va pas changer mon quotidien. Donc c'est vraiment de dire voilà, c'est suffisamment compliqué, et puis tu vois, même la réalité d'aujourd'hui, je veux dire, tu sais pas comment on va évoluer dans 15 jours, dans 3 semaines, donc laisse passer, essaye de te rendre ça me parle beaucoup. Essaye de rendre les choses simples, quoi, parce que sinon c'est prise de tête, quoi. Parce qu'avant, moi, j'étais le genre à avoir un problème et je focalise dessus. Et en fait, plus t'avances dans la vie et plus des petits problèmes, t'en as plein, quoi. Et donc, maintenant, j'arrête de focal et je laisse, et je les prends un par un et je laisse du temps et je verrai si ça se résoudra ou pas. Mais j'essaye de plus focaliser dessus, plus me prendre la tête, parce que limite, ça peut t'empêcher de dormir. Et en fait, c'est prendre du recul sur les choses, et si ça doit se résoudre, ça se résoudra petit à petit. Mais il faut quand même pas se prendre la tête à fond, pas s'arracher les cheveux, prendre du recul, je crois. Et ouais, se rendre la vie plus simple, effectivement. Et une situation qui te semble problématique un jour J, peut-être que 10 jours plus tard, quand tu reviens dessus, tu vas au final, c'était un faux problème. On s'est pris la tête pour rien, quoi. Ouais. Donc voilà. Trop bien, se rendre la vie simple. Rachid Antoine, merci pour ta sagesse. Et ben ça y est, on arrive à la fin de ce podcast. Rachid, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. C'était vraiment enrichissant de te parler. Plaisir partagé. C'est vraiment super expérience. Tu m'as appris vraiment beaucoup de trucs. Merci à tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Je vous rappelle que le podcast dont tu es le héros, est disponible en audio sur Spotify, mais aussi en vidéo sur YouTube, Facebook, etc. Merci à tous les gens qui like, qui partagent. Merci pour les commentaires que vous mettez. À chaque fois, j'y reviens dans l'épisode d'après. Et voilà, c'est toujours cool d'avoir vos retours. Qu'est-ce que je peux vous dire ? S'il y en a qui veulent y participer, il faut m'envoyer une petite vidéo sur Insta où vous vous présentez, vous montrez que vous n'êtes pas totalement bizarre, vous dites un peu ce que vous faites dans la vie, ce que vous aimez, etc. Et puis voilà, pourquoi pas, un de ces quatre, échanger. Voilà les amis, merci en tout cas de m'avoir suivi, c'était un vrai plaisir, c'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous, merci Rachid Antoine, passez une bonne semaine, ciao. Ciao.